Eh salut, c'est Tiamax, ton youtubeur favori, s'il te plaît. Non, juste avant que la lecture du dernier chapitre du tome 2 de The Witcher commence, j'avais quelques trucs à te dire. Tout d'abord, je tenais à vous remercier pour l'accueil que vous avez donné à ces vidéos, vous êtes toujours de plus en plus nombreux à les regarder, et ça me fait extrêmement plaisir. Je voulais aussi préciser que j'ai bien lu toutes les remarques que vous avez pu me faire sur la façon d'organiser ces lectures, mais en fait, toutes elles ont été enregistrées en live pendant le confinement, donc du coup les vidéos que vous voyez là c'est des replays et même si je voulais prendre en compte les remarques que vous me faisiez, je pouvais pas les intégrer parce que tout était déjà enregistré. Mais par contre je suis en train de réfléchir à comment les intégrer pour pouvoir améliorer le format pour la lecture du tome 3 de The Witcher. Également, si vous regardez ces vidéos, c'est que vous aimez quand même un petit peu l'univers de The Witcher et Geralt. Et à ce propos, avec un ami pendant les vacances, on a réalisé une grosse analyse sur le phénomène The Witcher, qui est une analyse cross-platform de cette œuvre. On y a mis beaucoup de temps et d'énergie et on est vraiment assez fiers de ce travail. Du coup, si vous avez 20 minutes à nous accorder, le lien est dans la description si jamais ça vous intéresse. Et enfin, dernièrement, j'ai fait à peu près 6 mois de lecture sur que The Witcher. Alors je prends beaucoup de plaisir à le faire, ce n'est pas le souci, mais une fois que ces replays vont être postés, les lectures en live que je vais reprendre pendant genre 2-3 semaines, ça va pas être du The Witcher, donc du coup les replays qui vont arriver sur cette chaîne ne seront pas du The Witcher aussi, donc faut pas vous inquiéter, ça va arriver, c'est juste que ça sera pas dans l'immédiateté. Mais si vous voulez être au courant de quelle lecture je fais, quand est-ce que ça va être lu en live, lectures qui d'ailleurs sont sur ma chaîne Twitch, le lien est dans les descriptions si jamais ça vous intéresse, mais vraiment si vous voulez être mis au courant de quand sort les prochains replays, quand sont faits les prochains lives, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, c'est le réseau sur lequel je suis le plus actif et vous pourrez y trouver toutes les informations. Bref, je vous laisse avec la lecture du dernier chapitre du tome 2 de The Witcher, j'espère que ça va vous plaire. Encore une fois, merci beaucoup à l'accueil que vous réservez à ce genre de vidéos. Vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à regarder, à vous abonner, à mettre des commentaires, etc. Et ça me fait vraiment beaucoup plaisir et ça me surtout me donne de l'énergie pour continuer. Donc merci à vous et bien bonne écoute. Quelque chose en plus. Lorsque les sabots frappèrent les madriers du pont, Yorga ne leva même pas la tête. Il étouffa son hurlement, lâcha le bandage de la roue qu'il s'efforçait de remettre en place, et rampa sous le chariot aussi vite que possible. Les larmes aux yeux, rasant de son dos la rugueuse couche de fumier et de boue recouvrant la partie inférieure du plancher du véhicule, il glapissait par intermittence, en tremblant de peur. Le cheval s'approchait à pas lents du chariot. Yorga remarqua qu'il posait prudemment et délicatement ses sabots sur les poutres complètement pourries et moisies. « Sors de là !» lui intima le cavalier qu'il ne voyait pas. Yorga siffla entre ses dents en rentrant la tête dans les épaules. Le cheval s'ébroua, frappa du pied. « Doucement, Hamlet !» dit le cavalier. Yorga entendit l'individu tapoter l'encolure de sa monture. « Sors de là, l'ami, je ne te ferai aucun mal. » Le marchand ne crut pas les paroles de l'inconnu. Il y avait néanmoins quelque chose dans sa voix de rassurant et d'intrigant, bien que son timbre ne fût pas agréable. En marmonnant des prières destinées à plusieurs dieux à la fois, Yorga sortit enfin avec prudence la tête de sous le chariot. Le cavalier avait des cheveux blancs comme le lait, plaqués sur le front par un bandeau de cuir et un manteau de laine noire retombant sur la croupe de sa jument alésane. Et c'est marrant, du coup, ça correspond, si je me trompe pas, à la nouvelle qu'on a vue, les gars, dans Vides et Mines, si je ne dis point de bêtises. Hop. Il ne regarda pas Yorga. Penché sur sa selle, il observait la roue du chariot et le moyeu encastré dans les planches fendues du pont. Il releva soudain la tête, effleura du regard le marchand pour observer impassiblement la végétation poussant sur les bords de la ravine. Vides et Mines, dernier épisode de la série, ouais, c'est ça, genre ça me disait quelque chose au début. Yorga s'extirpa difficilement en gros blanc. Il s'essuya le nez du revers de la main en se barbouillant le visage du goudron de bois du moyeu. Le cavalier le darda d'un regard sombre et attentif, aussi tranchant et acéré qu'un harpon. Yorga demeura silencieux. À deux, nous n'arriverons pas à le dégager, dit enfin l'inconnu en désignant la roue dentée. Tu voyageais seul ? Nous étions 3, seigneur, balbutia Yorga. Mes domestiques ont fui. Les pleutres. Ce n'est pas étonnant, répondit le cavalier en regardant le fond de la ravine sous le pont. Ce n'est pas du tout étonnant. Je pense que tu devrais faire la même chose qu'eux. Il est encore temps.
Les yeux de Yurga ne suivirent pas le regard de l'inconnu, qui se posa sur les crânes, côtes et tibias dispersés parmi les pierres, et visibles à travers les bardanes et les orties poussant sur le fond asséché de la rivière. Le marchand redoutait que ces orbites noires, ces sourires à belles dents et toutes ces os brisés ne provoquent en lui de nouveau un affaiblissement total de son être, et que ce qui restait de son courage ne crève comme la vessie d'un poisson. Il aurait alors fui sur la grande route en étouffant ses hurlements, comme l'avaient fait le conducteur et le valet, une heure plus tôt à peine. Mais qu'est-ce que tu attends demanda à mi-voix le cavalier, en faisant pivoter son cheval. Le crépuscule? Il sera alors trop tard. Ils viendront te prendre dès que le jour tombera. Peut-être même plus tôt. Va, monte sur ton cheval, suis-moi. Partons d'ici le plus vite possible. Et le chariot, Seigneur, gueula à plein poumon Yoga, surpris lui-même par l'intensité de son cri dont il ne sut pas si c'était de la peur, du désespoir ou de la colère qui l'avait provoqué. Les marchandises, toute une année de travail, je préfère crever, je ne laisserai rien sur place. Il me semble que tu ne sais pas encore où le sort t'a mené, l'ami, dit tranquillement l'inconnu, en montrant de la main l'horrible cimetière s'étendant sous le poumon. Tu ne veux pas laisser le chariot sur place, dis-tu. Moi je te dis que lorsque le crépuscule tombera, même le trésor du roi Desmode ne pourra te sauver. Cesse de penser à ton maudit chariot. Au diable ton idée de prendre un raccourci à travers une contrée si merveilleuse. Tu ne sais donc pas quels massacres ont lieu ici depuis la fin de la guerre? Yurga fit signe qu'il l'ignorait. Tu ne le sais pas, répondit l'inconnu en hochant la tête. Mais tu vois ce qui gît en bas? Il est difficile de ne pas le remarquer. Ce sont tous ceux qui, justement, ont essayé de prendre un raccourci. Et toi, tu dis que tu ne veux pas laisser ton chariot sur place? Que contient-il, ton fameux chariot? Je suis curieux de le savoir. Yurka ne répondit pas. Tout en regardant le cavalier par en dessous, il hésitait entre étoupe et vieux chiffon. Le cavalier ne semblait pas particulièrement intéressé par la réponse. Il tranquillisa l'alésane, qui agitait nerveusement la tête. Seigneur, balbutia enfin le marchand, aidez-moi, sauvez-moi. Je vous serai reconnaissant jusqu'à la fin de ma vie. Ne me laissez pas. Je vous donnerai ce que vous voudrez, tout ce que vous désirez. Sauvez-moi, Seigneur. L'inconnu pivota brusquement la tête tout en maintenant ses deux mains sur le pommeau de la selle. Qu'as-tu dit? Yurga, la bouche ouverte, garda le silence. Tu me donneras ce que je désire, répète. Yurga avala sa salive avant de fermer la bouche. Il regrettait de ne pas avoir tourné cette fois sa langue. Dans sa tête virevoltèrent les plus fantastiques conjectures concernant le prix que l'étrange voyageur pouvait exiger. Toutes. Même le privilège d'un commerce spécifique une fois par semaine avec sa jeune épouse, je vais pas réussir à le dire, Chrysididae, excusez-moi, ne paraissait pas si terrible comparé à la perte de son chariot, et on n'en point douter, beaucoup moins macabre que celle de devenir un squelette blanchi au fond du ravin. Son atavisme de marchand l'inclina à estimer rapidement la situation. Le cavalier ne ressemblait pas à un clochard, à un vagabond, ou un maraudeur comme il y en avait tant depuis que la guerre était terminée. Il n'était pas non plus prince, un conseiller municipal ou l'un de ces petits chevaliers, se faisant une autre idée d'eux-mêmes, qui prenaient plaisir à soustraire l'argent de leur prochain. Aussi compliqué à dire que Sapkowski, exactement. Et vu le nombre de fois qu'on l'a dit dans les vidéos, j'étais vraiment au montage en Sapkowski, on a bugué un nombre de fois dessus, c'était assez marrant. Euh, Yurga l'estima à près de 20 pièces d'or. Sa nature commerciale l'empêchait néanmoins de proposer un prix. Il se limita à parler indistinctement, d'éternelle reconnaissance. Je t'ai demandé, reprit tranquillement l'inconnu, qui avait attendu que le marchand se tût, si tu me donneras ce que je désire. Il fallait parler. Yurga avala sa salive en hochant la tête. Contre toute attente, l'inconnu ne triomphait pas. Il ne paraissait même pas particulièrement satisfait de son succès dans la négociation. Il cracha dans la ravine en se penchant sur son cheval. Mais qu'est-ce que je fais dit-il tristement. Est-ce que je ne fais pas une bêtise? Soit j'essaierai de te sortir de là, je ne te cache pas que cette aventure peut s'avérer fatale pour l'un et pour l'autre. Si nous réussissons, toi, en échange... Yurga se contracta, prêt à pleurer. Tu me donneras, récita rapidement le cavalier au manteau noir, la chose que tu ne t'attendais pas à trouver chez toi en revenant. Tu le jures? Attention Gérald, c'est dangereux. Yurga fit un signe de tête en bégayant. Bien, grimaça l'inconnu. Maintenant, pousse-toi. Le mieux serait que tu te dissimules de nouveau sous le chariot. Le soleil va disparaître. Il descendit de cheval et enleva son manteau.
Le marchand remarqua l'épée que l'inconnu portait en bandoulière et le baudrier lui barrant le torse. Il avait le sentiment d'avoir déjà entendu parler d'individus portant leurs armes de cette manière. Sa veste de cuir noir coupée à la taille et ses longues manchettes cloutées d'argent pouvaient indiquer que l'inconnu provenait de Novigrad ou de ses environs. La mode pour de tels vêtements était dernièrement répandue parmi la jeunesse, mais l'inconnu n'était plus un jeune homme. Le cavalier se retourna après avoir déchargé sa monture. Son médaillon rond suspendu à son torse, sur son torse à une chaîne d'argent, se mit à frémir. Il tenait sous le bras une petite chope ferrée et un long paquet sanglé recouvert de peau. Toujours pas sous le chariot demanda-t-il en s'approchant. Jurga remarqua qu'un loup, montrant un écrou, figurait sur le médaillon. Seriez-vous un sorceleur, seigneur? L'inconnu haussa les épaules. Tout juste, un sorceleur. Et maintenant, disparais de l'autre côté du chariot. N'en sors pas et tais-toi. Je dois être seul pendant un instant. Jurga obtempéra. En vrai, ça fait vraiment Conan de le représenter à chaque nouvelle le héros. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est assez particulier de le représenter à chaque fois, alors qu'en soi, enfin, je veux dire, si t'as lu, si tu lis le tome 2, c'est que t'as lu le tome 1, même s'il n'y a pas vraiment de lien entre elles, tu lis quand même dans l'ordre si t'es une personne à peu près logique dans ta vie. Il préférait ne pas voir ce que la faisait l'inconnu de l'autre côté du chariot, et encore moins les ossements gisant au fond de la ravine. Il observa donc ses chaussures et les germes de mousse verte en forme d'étoile, recouvrant les madriers pourris du pont. Un sorceleur. Le soleil disparut. Il entendit des pas. L'inconnu sortit légèrement, lentement, très lentement, de derrière le chariot et se dirigea vers le centre du pont. Jurga le voyait de dos. Il remarqua que son épée n'était pas la même que celle qu'il avait vue auparavant. Il s'agissait du même arme. La poignée, le garde et les ornements du fer, du fourreau, brillaient comme des étoiles. Même au crépuscule, la lumière continuait d'en émaner. Bah avant ça se faisait parce que tu lis en magazine et qu'il fallait que ce soit compréhensible pour tout le monde. C'est vrai. C'est vrai. Mais ça se faisait avant, genre aujourd'hui, enfin... Aujourd'hui c'est un peu chelou parce que c'est pas été... De mémoire cela n'a pas été publié dans un magazine au début, du coup c'est un peu chelou, mais tant pis. La lueur or et pourpre couvrant la forêt s'estompa. Seigneur. L'inconnu se retourna. Jurga réussit à réprimer un cri. Le visage de l'étranger était blanc. Blanc et porteux, et poreux comme un fromage frais sorti de son linge. Et ses yeux, ô Dieu! La terreur hurla en Jurga. Ses yeux! Derrière le chariot, vite! Ordonna l'inconnu à mi-voix. Ce n'était pas la même voix que celle qu'il avait entendue plus tôt. Le marchand sentit soudain la pression de sa vessie trop pleine. L'inconnu se retourna et s'éloigna sur le pont. Un sorceleur. Et un héritage sans doute. Ouais, sans doute, ouais. Le cheval attaché à la chielle du chariot grognait, hennissait, frappait les madriers de ses sabots. Un moustique se mit à bruire au-dessus de l'oreille de Jurga. Le marchand ne bougea même pas la main pour le chasser. Un deuxième moustique arriva. Des nuages entiers de moustiques se concentraient dans les broussailles de l'autre côté de la ravine. Ils hurlaient. Je vais te laisser, j'ai des joueurs à torturer. Ça marche. Eh bien, bonne session JDR. Et n'hésitez pas, pour ce que je vous envoie, à faire des retours, parce que du coup, à partir de demain midi, je n'ai plus mon PC. Donc ça peut être compliqué après. S'il y a des trucs à modifier, je veux dire. Jurga s'aperçut en serrant les dents de douleur que ce n'étaient pas des moustiques. Dans le crépuscule de plus en plus dense, de petites silhouettes difformes, affreuses, papillotes qu'une aune, aussi maigres que des squelettes, dépassaient des forêts de la ravine. Elles entraient sur le pont d'une démarche excentrique, rappelant celle du héron, en levant très haut par des mouvements brusques, leurs genoux enflés. Des yeux bilieux saillaient sous des fronts plats et ridés. Leurs petites gueules de batraciens abordaient de menus crocs laiteux. Elles s'approchaient en chuintant. L'inconnu, immobile comme une statue au milieu du pont, leva soudain la main droite en disposant bizarrement ses doigts. Les nains monstrueux se retirèrent en sifflant avant de reprendre leur marche, rapide, de plus en plus rapide, levant comme des baguettes leurs longues pattes munies de serres. À gauche, on entendit un bruit de griffes. Un nouveau monstre surgit soudain de sous le pont. Les autres se ruèrent en faisant des bonds ahurissants. L'inconnu pivota. La nouvelle épée étincelait. La tête de la créature qui grimpait sur le pont vola à hauteur d'une toise, entraînant derrière elle une guirlande de sang.
L'homme aux cheveux d'albâtre bondit jusqu'au groupe restant. Il frappait en faisant tournoyer son épée à droite et à gauche. Les monstres hurlants se jetaient sur lui de toutes parts en agitant les pattes. La lame brillante et tranchante comme un rasoir ne les décourageait pas. Yurga se blottit contre le chariot. Quelque chose tombait à ses pieds et l'éclaboussa de sang. C'était une longue patte osseuse, à 4 serres, écailleuse, comme celle d'une poule. Le marchand hurla. Il sentit la présence d'un être passant furtivement à côté de lui. Il se recroquevilla comme s'il voulait disparaître sous le chariot. La chose atterrit alors brusquement sur sa nuque, de grosses pattes griffues s'agrippant à sa tempe et à sa joue. Yurga ferma les yeux. Il s'arracha à la prise du monstre en criant et en se lacérant le corps. Il se retrouva titubant au milieu du pont, au milieu des cadavres gisant sur les madriers. La bataille faisait rage. Le marchand ne vit rien d'autre que le tumulte rageur et la confusion d'où, de temps en temps, émergeait le rayon d'un fil d'argent. À l'aide, hurla-t-il en sentant que les crocs acérés traversaient la bure de sa capuche et s'abreuvaient à son occiput. Baisse la tête. Il rentra le menton dans son torse en chassant du regard l'éclair fusant de la lame. L'épée vociféra dans l'air en frôlant sa capuche. Yurga entendit un craquement affreux et humide. Un liquide chaud comme déversé d'un seau aspergea ses épaules. Un poids inerte sur sa nuque le força à mettre les 2 genoux à terre. Le marchand vit 3 autres monstres jaillir dessous le pont. Bondissant comme des locustres, ils avaient saisi les cuisses de l'inconnu. L'un d'eux, dont la gueule de crapaud fut sectionnée d'un coup, s'éloigna d'une démarche rigide avant de choir sur les madriers. Le deuxième, touché par la pointe de l'épée, s'affaissa dans des spasmes. Les autres cernaient l'homme aux cheveux d'albâtre comme des fourmis, en l'acculant contre le bord du pont. Le troisième monstre fut rejeté, en sang, hurlant et pris de convulsions, au-delà du tumulte. La horde désorganisée roula même un moment hors du pont dans la ravine. Yurga se laissa tomber à terre, en se protégeant la tête avec les mains. Le marchand entendit sous le pont les clameurs de triomphe des monstres se transformer, sous le sifflement de l'épée, en hurlements et en gémissements de douleur. Puis parvint de l'obscurité un tintinnabullement de pierre suivi d'un craquement de squelette écrasé et broyé, puis encore le sifflement d'une épée et un coassement ultime, désespéré, à glacer le sang, prématurément interrompu. Ce ne fut ensuite que le silence entrecoupé çà et là, parmi les grands arbres au fond de la forêt, par le cri effrayé d'un oiseau. Puis l'oiseau lui-même se tut. Yurga avala sa salive, puis se redressa légèrement, en relevant la tête. Le silence régnait toujours. Même les feuilles des arbres ne rendaient aucun bruit. La forêt semblait être devenue muette de terreur. Des nuages effilochés assombrissaient le ciel. Hé ! Le marchand se retourna en se protégeant instinctivement avec les mains. Le sorceleur se tenait debout devant lui, immobile, noir, portant son épée scintillante, au bout de son bras pendant. Yurga remarqua qu'il ne se tenait pas droit, qu'il penchait de côté. « Seigneur, que vous est-il arrivé ?» Le sorceleur ne répondit pas. Il fit un pas, lourd et maladroit, en se touchant à la hanche gauche, tendit la main pour se retenir au chariot. Yurga remarqua le sang noir et brillant goûtant sous les madriers. « Seigneur, vous êtes blessé !» Le sorceleur ne répondit pas. Il s'accrocha soudain à la caisse du chariot en fixant son regard sur les yeux du marchand, puis se laissa glisser lentement sur le pont. Doucement, prudemment, sous la tête, que l'un d'entre vous lui soutienne la tête. Ici, ici, sur le chariot. Par les dieux, il saigne. Seigneur Yurga, son sang coule à travers le pansement. Cessez de jacasser. Allez, dépêche-toi. Profite d'une heure, couvre-le d'une fourrure. Et toi, Vel, tu ne vois pas qu'il tremble? On pourrait peut-être lui faire boire de l'eau de vie. À un blessé inconscient, mais tu es devenu fou, Vel. Passe-moi plutôt la bonbonne. Je dois boire un coup. Espèce de chien, vaurien, misérable pleutre. Filer comme ça et me laisser seul. Seigneur Yurga, il dit quelque chose. Quoi? Que dit-il? Ce n'est pas clair. Un prénom? Lequel? Yennefer. Où suis-je? Ne vous levez pas, Seigneur, ne bougez pas. Ou tout va se rouvrir et se déchirer. Ces bêtes horribles vous ont mordu la cuisse jusqu'à l'eau. Vous avez perdu beaucoup de sang. Vous ne me reconnaissez pas? Je suis Yurga, l'homme que vous avez sauvé sur le pont. Vous ne vous souvenez pas? Ah, avez-vous soif? Par tous les diables, oui. Buvez, Seigneur, buvez, la fièvre vous consomme. Yurga, où sommes-nous? Nous sommes en route dans mon chariot. Ne dites rien, Seigneur, ne bougez pas. Nous devons nous éclipser de ces forêts pour rejoindre les premiers hameaux humains et trouver un guérisseur. Votre pansement ne suffit pas. Le sang n'arrête pas de couler. Yurga? Oui, Seigneur. Dans mon coffre, un flacon.
avec de la cire verte. Détache le seau et donne-le-moi, dans un godet. Nettoie bien le godet. Personne ne doit toucher les flacons, si vous tenez à la vie. Et vite, Urga. Nom d'un chien, qu'est-ce que ce chariot peut secouer? Le flacon, Urga. Voilà, voilà, buvez. Merci. Fais bien attention, je vais m'endormir. Je vais m'agiter et délirer, puis gésir comme un cadavre. Ce n'est rien, n'aie pas peur. Dormez, Seigneur, sinon votre blessure se rouvrira et vous perdrez tout votre sang. Il s'affaissa sur le cuir, sa tête chancela. Il sentit que le marchand le couvrait d'une fourrure et d'un plaid puant la sueur de cheval. Le chariot cahotait. Chaque secousse mordait douloureusement sa cuisse et sa hanche. Il serra les dents. Au-dessus de lui, il vit des milliards d'étoiles. Si près qu'il semblait qu'il eût suffi de tendre la main juste au-dessus de sa tête, juste au-dessus de la crête des arbres, pour les toucher. Il choisit en marchant le tracé le plus éloigné de la lumière, de la lueur des feux, pour se dissimuler dans la zone des ombres ondoyantes. Ce n'était pas facile, il y avait partout des bûchers, de sapins ardents, imprimant dans le ciel une clarté rouge piquetée de bradons, annexant l'obscurité de leur oriflamme de fumée, craquant et exposant de lumière entre les silhouettes dansantes. Gérald s'arrêta pour laisser passer la procession, folle, hurlante, sauvage, qui s'approchait en lui bloquant toute issue. Quelqu'un lui saisit l'épaule et essaya de lui remettre une petite jarre débordant de mousse. Il refusa gentiment, mais repoussa avec fermeté l'homme chancelant qui portait un tonnelet sous l'aisselle et arrosait de bière les gens aux alentours. Il ne voulait pas boire. Pas pendant une telle nuit. Non loin de là, sur une scène construite en tronc de bouleaux dominant l'énorme feu, le roi de mai aux cheveux clairs, portant une couronne de fleurs et des braies d'étoupe, embrassait la reine de Mali. Il lui caressait les seins à travers sa fine tunique trempée de sueur. Le monarque, plus qu'éméché, titubait en ne maintenant son équilibre qu'en étreignant la reine, le poing retenant dans le dos de la belle une chope de bière. La reine n'était pas sobre non plus. Ceinte d'une couronne de fleurs lui retombant sur les yeux, elle s'accrocha au cou du roi en gigotant les jambes. La foule dansait sur la scène, chantait, hurlait, en brandissant des gaules entortillées de fleurs et de plantes. Belléthène cria aux oreilles de Gérald une jeune fille de petite taille. Le tirant par la manche, elle le força à faire un tour sur lui-même dans la procession qui le submergeait. Elle dansa à côté de lui. Sa robe et sa chevelure de fleurs claquaient au vent. Il permit qu'elle l'attire dans le danse. Il virevoltait habilement en laissant passer les autres couples. Belléthine, c'est la nuit de mai. À côté d'eux, il eut une empoignade, des cris et le rire nerveux d'une jeune fille luttant contre un garçon qui l'emportait dans le noir hors du cercle de la lumière. La procession, braillarde, dessinait une chenille entre les bûchers embrasés. Parfois, quelqu'un trébuchait, tombant en brisant la chaîne des bras qui se scendaient alors en petits groupes. Les yeux de la fille, perçant sous les feuilles ornant son front, observaient Gérald. Elle s'approcha et se serra violemment contre ses épaules. Il la prit plus brutalement qu'il ne voulut. Ses doigts pressés contre son dos ressenta à travers le lin délicat la moiteur de son corps. Elle releva la tête en fermant les yeux. Ses dents brillaient sous sa lèvre supérieure qu'elle tenait légèrement soulevée. La jeune fille exhalait des odeurs de sueur et de roseaux aromatiques, de fumée et de désir. Pourquoi pas, pensa-t-il en froissant le dos de sa robe. Ses mains jouissaient de la chaleur humide et éthérée. La jeune fille n'était certes pas son type, trop petite, trop enveloppée. Il sentait sous ses doigts l'endroit où la robe trop serrée divisait le corps en deux nettes rondeurs, justement là où il n'aurait pas dû le sentir. Mais pourquoi pas pendant une telle nuit, cela n'a pas d'importance. Belléthène, des feux jusqu'à l'horizon, la nuit de mai. Le bûcher le plus proche, engloutissant les flageaux de résine sec qu'on lui lançait, s'intensifia d'une lueur jaune, d'une lumière inondant les alentours. La jeune fille planta son regard dans les yeux de Gérald. Il l'entendit inspirer bruyamment. Son corps se tendit brutalement. Ses doigts se contractèrent violemment sur le torse du sorceleur. Gérald relâcha sa compagne. Celle-ci hésita d'abord, puis éloigna son corps sans dégager immédiatement ses hanches de la cuisse du sorceleur. Le regard fuyant, la tête courbée, elle retira d'abord ses mains avant de faire un pas en arrière. Ils restèrent immobiles un moment. La procession qui revenait ne les reprit pas, ne les ébranla pas, ne les bouscula pas. La jeune fille pivota et s'enfuit maladroitement, en se perdant dans la masse des autres danseurs. Elle ne lui jeta qu'un regard furtif. Belléthène, mais qu'est-ce que je fais là? Une étoile luit, étincelant dans l'obscurité, aveuglante.
Le médaillon que le sorceleur portait autour du cou se mit à teinter. Geralt augmenta instinctivement la taille de ses pupilles pour percer sans difficulté l'obscurité. La femme n'était pas une paysanne. Les filles de la campagne ne portaient pas de manteau noir en velours. Les filles de la campagne que les hommes portaient ou tiraient de force dans les forêts criaient, ricanaient, se trémoussaient et gigotaient comme des truites fraîchement pêchées. Aucune d'entre elles ne donnait l'impression de maîtriser la situation. Cette femme emmenait dans le noir un compagnon aux cheveux blonds et à la chemise à moitié ouverte. Les filles de la campagne ne portaient jamais de ruban de velours autour du cou ou d'étoiles d'obsidienne incrustées de diamants. Yennefer. Ses grands yeux violets enflammaient un visage triangulaire et pâle. Geralt. Elle abandonna la main du blond chérubin au torse luisant de sueur comme une plaque de cuivre. Le garçon hésita, chancela, tomba à genoux, tourna la tête, regarda de tous côtés, protesta. Puis il se leva lentement, en les considérant d'un regard tout à la fois dubitatif et gêné, et s'éloigna vers les feux. La magicienne ne le suivit même pas des yeux. Elle fixait intensément le sorceleur. Sa main tremblait sous l'ourlet de son menton. « Heureux de te revoir, » dit-il sans émotion. Il sentit alors que la tension entre eux venait de tomber. « De même, » répondit-elle en souriant. Il lui sembla qu'il y avait dans ce sourire quelque chose de forcé, mais il n'en était pas sûr. « C'est une agréable surprise, j'en conviens. Que fais-tu ici, Geralt? Oh, pardonne-moi, excuse mon indélicatesse. Tu fais bien sûr ici la même chose que moi. C'est la fête de Bélithène, à la différence que tu m'as surprise, dirais-je, en flagrant délit. » Je n'en mourrai pas, plaisanta-t-elle. La nuit va durer. Si je veux, j'en séduirai un autre. Dommage que je ne sache pas comment faire, réussit-il à dire en feignant l'indifférence. Jeune fille a vu mes yeux à la lumière et s'est enfuie. Au petit matin, répondit-elle en souriant de manière encore plus artificielle, lorsqu'elles deviendront vraiment folles, elles ne feront plus attention. Tu en trouveras une, autre, tu verras. Le reste de la phrase resta bloqué dans sa gorge. Ils se regardèrent longtemps, très longtemps. La lueur rouge du feu dansait sur leur visage. Yennefer soupira soudain, en dissimulant ses yeux sous ses cils. Geralt, non, ne commençons pas. C'est Bélithène, interrompit-il. Tu as oublié? Elle s'approcha lentement, posa la main sur son épaule et se serra doucement contre lui, se pelotonna prudemment contre son torse. Il caressa ses cheveux noirs, corbeaux, éparpillés en boucles comme des serpents. Excusez-moi. Crois-moi, murmura-t-elle en relevant la tête. Je n'hésiterai pas un instant s'il n'était question que de... Cela n'a aucun sens. Tout recommencerait et se terminerait comme avant. Cela n'a aucun sens que nous... Est-ce que tout doit avoir un sens? C'est Bélithène. Bélithène? Elle détourna le visage. Qu'est-ce que cela change? Quelque chose nous a attirés vers ces feux et ces gens qui s'amusent. Nous avions l'intention de danser, de faire des folies, de nous enivrer un peu et de profiter de la liberté des mœurs en vigueur ici, en l'honneur du cycle recommencé de la nature. Et quoi? Nous tombons l'un sur l'autre après combien de temps s'est écoulé? Après 1 an? 1 an, 2 mois et 18 jours. Tu m'émeus, tu le fais exprès? Oui, Yen. Geralt, l'interrompit-elle, en reculant soudain et en secouant la tête, disant les choses clairement. C'est impossible. Il confirma d'un hochement de tête que les choses étaient claires. Yennefer repoussa son manteau de ses épaules. Elle portait un fin chemisier blanc et une jupe noire retenue par une ceinture aux maillons argentés. Je ne veux pas recommencer, répéta-t-elle, et l'idée de faire avec toi ce que j'avais l'intention de faire avec ce beau blond, selon les mêmes règles, cette idée, Geralt, je la trouve avilissante, dégradante pour toi et pour moi, tu comprends? Il acquiesça de nouveau. Elle le regarda, les cils baissés. Tu ne pars pas? Non. Elle garda le silence un moment, puis haussa impatiemment les épaules. Tu es vexé? Non. Viens, assieds-nous quelque part, loin de ce tumulte. Discutons un peu. Tu vois, je suis heureuse que nous nous soyons rencontrés, c'est la vérité. Asseyons-nous un moment, d'accord? D'accord, Yen. Ils partirent dans l'obscurité, loin de la fourmilière, vers la façade sombre d'une forêt, en prenant soin d'éviter les couples enlacés. Pour trouver un lieu tranquille, ils durent marcher longtemps. Ils s'arrêtèrent sur un coteau sec flanqué d'un buisson de genévrier aussi fluet qu'un cyprès. La magicienne ouvrit la broche de son manteau qu'elle étendit au sol après l'avoir secoué. Il s'assit à côté d'elle. Il désirait ardemment lui prendre les épaules,
Mais il n'en fit rien par contrariété. Yennefer reboutonna son chemisier grand ouvert en le regardant attentivement. Elle soupira en s'en serrant contre lui. Geralt savait que Yennefer devait faire de grands efforts pour lire les pensées, mais qu'elle sentait instinctivement les intentions des autres. Ils gardèrent le silence. Eh, par la peste, s'écria-t-elle, soudain, en défaisant son étreinte. La magicienne leva les bras et récita une formule. Au-dessus de leur tête s'élevèrent des bulles rouges et vertes, éclatant très haut en formant des fleurs rouges pennées. Des rires et des cris de joie leur parvenaient des feux. Belléten, dit-elle amèrement. La nuit de mai, le cycle se répète. Qu'ils s'amusent s'ils peuvent. Il y avait d'autres magiciens dans les environs. 3 éclairs orange fusèrent au loin dans le ciel. De l'autre côté, au pied de la forêt, un geyser de météores virevoltants, aux couleurs de l'arc-en-ciel, explosa. Les danseurs près des feux poussèrent des cris d'admiration. Tendu, Geralt caressait les boucles de Yennefer en humant l'odeur de lilas et de groseille à maquereau qu'elles exhalaient. Si je la désire trop, pensa-t-il, elle le sentira. Cela risque de l'indisposer. Je vais lui demander tranquillement si tout va bien. Rien de neuf chez moi, reprit-elle. Quelque chose tremblait néanmoins dans sa voix. Rien dont il vaille la peine de parler. Ne me fais pas ça, cela Yen. Ne lis pas dans mon esprit, ça me gêne. Pardonne-moi, c'est instinctif. Et chez toi, Geralt, quoi de neuf? Rien d'important dont il vaille la peine de parler. Ils demeurèrent silencieux. Belléten, cria-t-elle soudain. Geralt sentit ses épaules pressées contre son torse, se tendre et se dresser. Il s'amuse, il célèbre le cycle éternel de la nature. Et nous, qu'est-ce que nous faisons, nous les reliques, les condamnés à mort, à l'extermination, à l'oubli? La nature renaît, le cycle se répète, mais pas nous, Geralt. Nous ne pouvons pas nous perpétuer. Nous sommes dépourvus de cette possibilité. Nous avons hérité du don de faire des choses extraordinaires avec la nature, parfois contre elle, mais nous avons été dépossédés en contrepartie de ce qu'il y a dans la nature de plus simple et de plus naturel. Qu'est-ce que cela peut faire que nous vivions plus longtemps que les humains? Pas de printemps, après l'hiver, nous ne nous arrêterons pas, notre faim nous emportera avec elle. Mais quelque chose nous attire vers ces feux, bien que notre présence constitue une gausserie méchante et sacrilège à l'égard de cette fête. Elle resta silencieuse. Il n'aimait pas la voir tomber dans une telle noirceur. La raison ne l'en était que trop connue. Cela recommence à la ronger, pensa-t-il. Il y avait eu un temps où il semblait qu'il eût oublié ou accepté son sort. Il lui serra les épaules en la berçant comme un enfant. Elle ne résista pas. Geralt ne s'en étonna pas. Il savait qu'elle en avait besoin. Tu sais, Geralt, dit-elle, soudain, tranquillisée, c'est ton silence qui m'a le plus manqué. Il déposa ses lèvres sur ses cheveux, ses oreilles. Je te désire, Yen. Je te désire, tu le sais bien, Yen. Je sais, murmura-t-elle. Yen, seulement aujourd'hui, répondit-elle en l'observant de ses gros yeux grands ouverts, seulement cette nuit qui va bientôt disparaître. Que ce soit notre Belléten. Nous nous séparerons au matin, je t'en prie. Ne compte pas sur moi. Ne compte pas sur moi. Ne compte pas sur plus, pardon. Je ne peux pas. Je ne pourrai pas. Pardonne-moi. Si je t'ai blessé, embrasse-moi et va-t'en. Si je t'embrasse, je ne pars pas. C'est bien ce que je pensais. Elle courba la tête. Geralt embrassa sa bouche entr'ouverte, prudemment, d'abord la lèvre supérieure, puis la lèvre inférieure. Ses mains emmêlaient ses boucles, touchaient ses oreilles, les brillant à ses lobes, son cou. En lui rendant son baiser, Yennefer l'attira à lui. Ses doigts agiles n'eurent aucune peine à défaire les fermoirs de sa veste, à se laisser glisser sur le manteau disposé à même la mousse. Geralt embrassa ses seins. Il sentit les mamelons durcir et se dresser sous le fin textile de son chemisier. Yennefer respirait irrégulièrement. Yen, ne dis rien, s'il te plaît. Le toucher de sa peau nue et douce, froide, électrisait sa paume et ses doigts. Le dos de Geralt frissonnait sous les ongles de Yennefer. Des cris, des chants, des sifflements leur parvenaient toujours des feux, dans un tourbillon lointain, de brandons et de fumée pourpre. Des câlins, des caresses, lui, elle, des frissons et de l'impatience. Il toucha ses cuisses zèles refermées sur ses hanches, qui le serraient comme une fibule. Belléten. Respiration et soupirs entamèrent leurs balais. Des éclairs fusèrent sur leurs paupières. L'odeur du lilas et de la groseille à maquereau les enveloppa. Le roi et la reine de mai sont-ils l'expression d'une gausserie sacrilège, de l'oubli? C'est Belléten, la nuit de mai. Un gémissement de Yen ou de Geralt perça. Des boucles noires recouvrirent leurs yeux, leurs bouches. Leurs doigts enlacés tremblèrent dans leurs mains serrées. Un cri, des cils noirs, humides, un gémissement, puis le silence. Toute l'éternité dans un silence. Belléten, des feux jusqu'à l'horizon. Yen, oh, Geralt, Yen, tu pleures? Non, Yen, je m'étais promis, je m'étais. Ne dis rien, ce n'est pas la peine. Tu n'as pas froid? Si. Et maintenant, j'ai plus chaud. J'ai plus chaud.
Le ciel s'éclaircissait à une vitesse vertigineuse. Le mur noir de la forêt retrouvait ses contours. La ligne dentelée de la crête des arbres émergeait de l'obscurité indistincte. Derrière elle, l'annonce azurée de l'aurore se déversait sur l'horizon en éteignant les étoiles. Il fit plus frais. Geralt s'éraillait Néfer plus fort. Il la couvrit de son manteau. Geralt, le jour va se lever, je sais. Je t'ai blessé? Un peu. Tout recommencera? Rien ne s'est jamais arrêté. Je t'en prie, je me sens bien auprès de toi. Ne dis rien, tout va bien. Une odeur de fumée montait des brouillards. Une odeur de lilas et de groseilles macro. Geralt? Oui? Tu te souviens de notre rencontre au mont de la Grande Crécelle et de ce dragon doré? Comment s'appelait-il? Trois Choukas, je m'en souviens. Elle nous avait dit: Je me souviens, Yen. Elle lui embrassa le bas de la nuque en y plaquant sa tête et en le chatouillant avec ses cheveux. Nous sommes créés l'un pour l'autre, murmura-t-elle. Peut-être même destinés l'un à l'autre, mais rien de tout cela ne peut avoir lieu. Dommage. Nous devrons nous séparer lorsque le jour se lèvera. Il ne peut en être autrement. Nous devons nous séparer pour ne pas nous nuire réciproquement. Destinés l'un à l'autre, créés l'un pour l'autre, mais celui qui nous a créés ainsi aurait dû penser à quelque chose en plus. Il faudrait quelque chose en plus. Pardonne-moi. Je devais te le dire. Je sais. Faire l'amour n'avait aucun sens. Tu te trompes. Rentre à Cintra, Geralt. Quoi? Va à Cintra. Vas-y cette fois, ne renonce pas. Ne répète pas l'erreur comme de la dernière fois. Comment le sais-tu? Je sais tout de toi. As-tu oublié? Va à Cintra, vas-y le plus vite possible. Une époque noire advient, très noire. Tu dois arriver à temps. Yen, non, ne dis rien s'il te plaît. Il faisait de plus en plus frais et de plus en plus clair. Ne pars pas maintenant. Attendons l'aurore. Attendons. Ne bougez pas, Seigneur. Il faut changer votre pansement, car la blessure est souillée et votre jambe enfle horriblement. Par les dieux, c'est affreux. Il faut trouver un guérisseur au plus vite. J'incag les guérisseurs, gémit le sorceleur. Donne-moi mon coffret, Urga, oui, ce flacon. Verse-le directement sur la blessure. Oh, par la peste, le choléra, ce n'est rien, verse encore. Ah! C'est bien, pense et couvre-moi. Cela enfle, Seigneur, toute la cuisse, et la fièvre vous terrasse. J'incag la fièvre. Urga? Oui, Seigneur, j'avais oublié de te remercier. Ce n'est pas à vous de remercier, Seigneur, mais à moi. C'est vous qui m'avez sauvé la vie. Vous avez été blessé en prenant ma défense, et moi, qu'ai-je donc fait? Je n'ai fait que penser à un homme blessé et inconscient. Je l'ai fait porter sur mon chariot, et l'ai empêché de périr. C'est une chose banale, Seigneur sorceleur. Pas si banale que ça, Urga. Il est arrivé qu'on m'abandonne dans des situations semblables, comme un chien. Le marchand demeura silencieux, en courbant la tête. Oui, c'est comme ça. Le monde environnant est horrible, murmura-t-il enfin. Mais ce n'est pas une raison pour que nous nous comportions tous de manière exécrable. Le bien est nécessaire. C'est ce que mon père m'a enseigné, et ce que j'enseignerai à mes fils. Le sorceleur resta silencieux. Il observa les branches des arbres qui pendaient au-dessus du chemin et disparaissaient avec le mouvement du chariot. Sa cuisse revenait à la vie. La douleur avait disparu. Où sommes-nous? Nous venons de traverser le gué de la rivière, Trava. Nous sommes actuellement dans les bois d'Aklekein. Ce n'est plus la Témérie, mais Soden. Vous dormiez lorsque nous avons franchi la frontière et que les douaniers ont fouillé le chariot. Je dois vous dire qu'ils ont été étonnés de vous trouver là, mais le plus ancien vous connaissait et il a permis qu'on nous laisse passer. Il me connaissait. Oui, sans aucun doute. Il vous a nommé Geralt. C'est ce qu'il a dit, Geralt de Rive. C'est bien ainsi que vous vous nommez. Ainsi. Il a promis d'envoyer quelqu'un pour avertir qu'un guérisseur était nécessaire. Je lui ai donné quelque chose de la main à la main pour qu'il n'oublie pas. Je t'en remercie, Urga. Non, Seigneur, je te l'ai déjà dit. C'est moi qui vous remercie. Et ce n'est pas tout. Je vous suis encore redevable. Nous avons convenu. Qu'avez-vous, Seigneur? Vous perdez votre force? Urga, donne-moi le flacon avec le cachet vert. Seigneur, vous allez de nouveau. Vous avez crié si affreusement pendant votre sommeil. Je le dois, Urga. Comme bon vous semble. Attendez que j'averse dans un gobelet. Par les dieux, c'est un guérisseur qu'il nous faut le plus vite, car sinon... Le sorceleur tourna la tête. Il entendit des cris d'enfants s'amusant dans le fossé intérieur, asséché, jouxtant les jardins du château. Il y en avait une dizaine. Les mômes faisaient un vacarme de tous les diables, s'invectivant les uns les autres de leurs petites voix de fausset, fluettes et excitées. Ils couraient de long en large au fond du fossé, rappelant un banc de petits poissons, changeant sans cesse de direction, mais se tombant malgré tout ensemble. Comme c'est toujours le cas dans ces situations, un plus petit, essoufflé, essayait de rattraper la troupe des plus âgés, maigres comme des épouvantails, qui se démenaient en hurlant. Ils sont nombreux, remarqua le sorceleur. Sakasuri lui rendit un sourire forcé, en se tirant la barbe et en haussant les épaules. Oui, beaucoup. Et lequel de ces petits garçons est-il cette fameuse surprise?
Le druide détourna le visage. Je n'ai pas le droit, Geralt. Calante. Bien sûr. Tu ne croyais pas, j'espère, qu'elle te donnerait l'enfant si facilement. Tu la connais, non? C'est une dame de fer. Je vais te dire quelque chose que je ne devrais pas t'avouer, en espérant que tu comprennes. Je compte aussi sur toi pour ne pas me trahir auprès d'elle. Parle. Lorsque l'enfant est né, il y a 6 ans, elle m'a appelé et ordonné que je te retrouve, pour te tuer. Tu as refusé. On ne refuse rien à Calante, répondit sérieusement Sakasori, en le regardant droit dans les yeux. J'étais prêt à prendre la route lorsqu'elle m'a rappelé. Elle a annulé l'ordre sans commentaire. Sois prudent lorsque tu discuteras avec elle. Je le saurai, Sakasori. Dis-moi, qu'est-il arrivé à Ginny et Pavetta? Ils naviguaient de Skellige vers Sintra lorsqu'une tempête les a surpris. On n'a rien retrouvé du bateau, pas même quelques planches. Geralt, le fait que l'enfant ne fût pas alors avec eux, c'est follement étrange, incompréhensible. Ils devaient le prendre avec eux sur le vaisseau, mais ils ont changé d'avis au dernier moment. Nul ne sait pourquoi. Pavetta ne se séparait jamais de... Comment Calante a-t-elle supporté ce malheur, à ton avis? Je comprends. En poussant des jurons d'attaque, les enfants grimpèrent comme une bande de gobelins jusqu'au sommet du fossé et disparurent aussitôt. Geralt remarqua qu'une petite fille, tout aussi maigre et brillante que les garçons, mais portant une natte claire, ne se laissait pas distancer par la tête du petit groupe. Dans un cri sauvage, la petite bande se laissait glisser une nouvelle fois le long de la pente abrupte du fossé. Au moins la moitié d'entre eux, la petite fille y compris, descendirent sur les fesses. Le plus jeune, toujours incapable de rattraper les autres, fit une culbute et tomba jusqu'en bas, où il se mit à pleurer à chaudes larmes en frottant ses genoux râpés. Les autres garçons l'entourèrent en le raillant et en se moquant de lui, avant de reprendre leur course. La petite fille s'agenouilla à côté du gamin, le prit dans ses bras et essuya ses larmes en étalant la poussière et la saleté de son visage grimaçant de chagrin. Allons-y, Geralt, la reine attend. Qu'il en soit ainsi, Sakasori. Calante était assise sur une banquette de bois à dossier, suspendue par des chaînes à l'une des branches principales d'un énorme tilleul. Il semblait qu'elle y faisait la sieste. N'eût été de temps en temps un petit coup de pied qu'elle donnait pour relancer l'escarlopette. 3 jeunes femmes demeuraient à ses côtés. L'une était assise sur l'herbe près de la balancelle. Sa robe étalée sur l'herbe formait une tache blanche sur la verdure, comme un pan de neige. Les 2 autres discutaient plus loin en cueillant délicatement les fruits d'un framboisier. Madame, dit Sakasori en s'inclinant. La reine leva la tête. Geralt s'agenouilla. Sorceleur, répondit-elle sèchement. Comme autrefois, la reine portait des émeraudes assorties à sa robe verte et à ses yeux. Comme autrefois, une étroite couronne dorée ceignait ses cheveux gris cendre. Mais ses mains, qu'il se rappelait fines et blanches, n'étaient plus aussi fines qu'autrefois. Calante avait pris de l'embonpoint. Je te salue, Calante de Sintra. Bienvenue à toi, Geralt de Rive. Relève-toi, je t'attendais. Sakasori, raccompagne, je t'en prie, les demoiselles au château. À vos ordres, reine. Ils restèrent seuls. 6 ans, dit Calante sans sourire. Tu es terriblement ponctuel, sorceleur. Il ne fit aucun commentaire. Par moments, que dis-je, des années durant, j'ai pensé en m'illusionnant moi-même que tu pourrais oublier, ou que d'autres raisons t'empêcheraient de venir. Non, je ne souhaitais pas qu'il t'arrive malheur, mais je devais prendre en considération le caractère dangereux de ta profession. On dit que la mort ne te suit pas à pas, Geralt de Rive, mais tu ne regardes jamais derrière toi. Puis, lorsque Pavetta, tu sais déjà. Je sais, répondit Geralt en courbant le front. Mes sincères condoléances. Non, interrompit-elle, tout cela est déjà bien loin. Je ne porte plus deuil comme tu le vois. Je l'ai porté suffisamment longtemps. Pavetta et Ginny étaient destinés l'un à l'autre jusqu'à la fin. Comment ne pas croire en la force de la Providence? C'est toi qui ne le croyais pas. Ils restèrent silencieux. Calante, d'un coup de pied, relança la balancelle. Et c'est ainsi que le sorceleur revint à l'issue de la période convenue, reprit-elle lentement. Un étrange sourire fleurit sur ses lèvres. Il revint en exigeant que le serment soit respecté. Qu'en penses-tu, Geralt? C'est probablement de cette manière que les conteurs rapporteront notre rencontre dans environ 100 ans. Avec cette différence qu'ils embelliront le récit, feront vibrer la corde sensible et joueront avec les émotions. Oui, ils savent bien le faire. Je peux l'imaginer. Écoute, je te prie. Et le cruel sorceleur dit enfin, respecte ton serment, reine, ou que ma malédiction t'étreigne. La reine en pleurs tomba aux pieds du sorceleur en criant, pitié, ne me remets pas cet enfant, je n'ai plus que lui, Calante. Ne me coupe pas la parole, s'il te plaît, répliqua-t-elle sèchement. N'aurais-tu pas remarqué que je raconte une histoire? Écoute la suite. Le cruel et méchant sorceleur tapa du pied, agita les bras en hurlant. Prends garde à toi, parjure. Tu n'échapperas pas à ton châtiment si tu ne respectes pas ton serment. La reine répondit. Qu'il en soit ainsi, sorceleur. Qu'il en soit fait selon la providence. Regarde là là-bas. Une dizaine d'enfants jouent. Reconnais-tu
Reconnais celui qui t'est destiné. Prends-le et laisse-moi seul, le cœur brisé. Le sorceleur resta silencieux. Le sourire de Calante s'enlaidit de plus en plus. Dans cette histoire, la reine, je l'imagine, offre 3 chances au sorceleur. Mais nous ne vivions pas dans le monde des contes, Geralt. Nous sommes bel et bien réels, toi et moi, et notre problème, ainsi que notre destinée. Ce n'est pas une histoire que l'on raconte, c'est la vie qui se joue. Écœurante, méchante, difficile, n'économisant ni erreur ni préjudice, ni regret et malheur, et ne mélangeant ni les sorceleurs ni les reines. C'est pourquoi, Geralt de Rive, tu n'auras droit qu'à une seule tentative. Le sorceleur ne me broncha toujours pas. Une seule fois, répéta Calante. Je le disais tout à l'heure, nous ne sommes pas les personnages d'un conte, il s'agit de la vraie vie, qu'il nous faut remplir nous-mêmes, de moments de bonheur, car, tu le sais, on ne peut guère compter sur le sort et les sourires. C'est pourquoi, indépendamment de ton choix, tu ne repartiras pas les mains vides. Tu emmèneras un enfant, celui que tu auras choisi, un enfant que tu transformeras en sorceleur, dans la mesure où il réussira l'épreuve des herbes, cela va de soi. Geralt releva violemment la tête. La reine souriait toujours. Il connaissait ce sourire laid et méchant, méprisant, et ne dissimulant aucun artifice. Je t'étonne, affirma-t-elle. J'ai un peu étudié la question, puisque l'enfant de Pavetta a une chance de devenir sorceleur, je me suis donné cette peine. Néanmoins, mes sources ne m'ont pas informé sur la proportion d'enfants, parmi ces 10, capables de réussir l'épreuve des herbes. Ne voudrais-tu pas assouvir ma curiosité dans ces domaines? Reine, commença Geralt en se raclant la gorge, tu t'es donné sans aucun doute suffisamment de peine dans tes études pour savoir que mon code et mon serment de sorceleur m'interdisent ne serait-ce que de proférer ce mot, a fortiori d'en discuter. Calante arrêta violemment le mouvement de la balancelle en plantant ses talons dans la terre. 3, tout au plus, 4 sur 10, expliqua-t-elle en simulant la concentration d'un dodelinement de la tête. Une sélection difficile, très difficile, dirais-je, et ce, à chaque étape. D'abord celle du choix, puis celle de l'épreuve, et enfin celle du changement. Combien de garnements reçoivent-ils, en fin de compte, le médaillon et l'épée d'argent? 1 sur 10? 1 sur 20? Le sorceleur garda le silence. J'ai beaucoup réfléchi à la question, poursuivit Calante, en abandonnant son sourire. J'en suis arrivé à la conclusion que l'étape du choix est accessoire. Quelle différence cela fait-il, Geralt, que tel ou tel enfant mesure, ou devienne fou, meure ou devienne fou sous l'effet massif de stupéfiants? Quelle différence cela fait-il que son cerveau s'anéantisse, suisse à des délires, ou que ses yeux explosent au lieu de devenir des yeux de félin? Au regard de son sang ou de nausée précédant son décès, quelle différence cela fait-il que tel ou tel enfant fût véritablement désigné par la Providence ou parfaitement inadapté? Réponds. Le sorceleur posa ses mains en les croisant sur son torse pour maîtriser leur tremblement. Dans quelle intention demanda-t-il? Tu attends une réponse. Non, je n'en attends pas. La reine se remit à sourire. Comme toujours, tu demeures infaillible dans tes conclusions. Qui sait cependant si, n'attendant pas de réponse, je n'accepterai pas avec grâce de consacrer un peu de mon attention à la sincérité et la liberté de tes mots. Des mots que tu aimerais, qui sait, expulser, et avec eux, tout ce qui étouffe ton âme. Sinon, tant pis. Mettons-nous au travail et fournissons de la matière au compteur, en allant choisir un enfant sorceleur. Calante, répondit-il en fixant les yeux de la reine. Que nous importent les compteurs? S'ils n'obtiennent aucune matière, ils inventeront bien quelque chose. Et même s'ils ont accès à quelque source authentique, tu sais pertinemment qu'ils la déformeront. Comme tu le faisais justement remarquer toi-même, ce n'est pas un conte, mais la vie, écœurante et méchante, que nous essayons, par la peste et le choléra, de vivre convenablement en limitant au strict minimum la quantité de tort infligé aux autres. Dans un conte, la reine doit effectivement implorer le sorceleur, et celui-ci exiger son dû en tapant du pied. Dans la vie, la reine peut simplement dire « Ne prends pas cet enfant s'il te plaît », et le sorceleur répondra « Puisque tu le demandes, reine, qu'il en soit ainsi ». Il reprend alors sa route au crépuscule, ainsi va la vie. Le conteur n'obtiendrait pas un sou de ses auditeurs s'il proposait une telle fin, tout au plus un coup de pied dans le fondement, parce que c'est ennuyeux. Calante cessa de sourire. Dans ses yeux brillait quelque chose qu'il avait déjà vu. Et alors, grogna-t-elle. Cessons ce jeu de cache-cache, Calante. Tu sais ce que je pense. Je repartirai tel que je suis arrivé. Je devrais choisir un enfant? Que m'apporterait-il? Tu penses que cela est si important pour moi que je me suis rendu à Cintra torturé par l'oppression de te prendre ton petit-fils? Non, Calante. Je voulais tout simplement voir cet enfant, voir les yeux de la Providence. Moi-même, je ne sais pas. N'aie pas peur, je ne te le prendrai pas. Il suffit que tu me le demandes. Calante sauta violemment de la balancelle. Un feu verdâtre se consumait dans ses yeux. Demander, grogna-t-elle en colère, à toi? J'aurais peur, peur de toi, maudit magicien. Tu oses me lancer au visage ta pitié méprisante?
Tu oses m'insulter par ta condescendance, tu me reproches ma lâcheté, tu discutes ma volonté, ma bienveillance à ton égard débride ton insolence. Prends garde à toi. Le sorceleur décida de ne pas hausser les épaules. Il était plus prudent de s'agenouiller et de se prosterner, ce qu'il fit. Bien, grommela Calante, debout, au-dessus de lui. Les bras ballants, elle serrait des poings hérissés d'anneaux. Enfin, voilà une position plus convenable. C'est dans cette position que l'on répond à une reine si celle-ci exige une réponse. Et si au lieu d'une question, c'est un ordre que je donne, tu te prosterneras plus bas encore et tu t'empresseras sans délai d'y obéir. C'est compris? Oui, reine, parfait. Lève-toi. Il se releva, elle le regarda en se mordant les lèvres. Mon explosion de colère t'aurait-elle froissé? Je parle de la forme, non du contenu. Non. Bien. J'essaierai de ne plus exploser. Comme je te le disais, 10 enfants s'amusent là-bas dans le fossé. Choisis celui qui te semblera le plus convenable. Prends-le avec toi et par les dieux, fais de lui un sorceleur puisque c'est la volonté de la Providence. Il ne s'agit pas de la Providence, sache que telle est ma volonté. Il la regarda droit dans les yeux, puis s'inclina très bas. Reine, dit-il, il y a 6 ans, je t'avais prouvé qu'il existe des choses plus puissantes que la volonté royale. Par les dieux, si de telles choses existent vraiment, je te le prouverai encore une fois. Tu ne me forceras pas à effectuer un choix dont je ne veux pas. Pardonne-moi la forme, dont le contenu. Mon château recèle de profonds cachots dans ses oubliettes, je te préviens, encore un instant, encore un mot, et tu y pourriras. Aucun des enfants qui s'amusent dans le fossé n'est apte à devenir sorceleur, dit-il lentement. Le fils de Pavetta n'est pas parmi eux. Calante cligna des yeux, mais ne trembla pas. Viens, répondit-elle, enfin, en pivotant sur ses talons. Il la suivit à travers des forêts, en fleurs, des massifs et des haies. La reine entra sur une gloriette ajourée. 4 chaises en rotin entouraient une table de malachite. Sur le plateau veiné, que 4 griffons soutenaient, il y avait une carafe et 2 petites coupes. Assieds-toi et verse. Elle trinqua sans manière, solidement, comme un homme. Il fit de même en restant debout. Assieds-toi, répéta-t-elle, je veux discuter. J'écoute. Comment as-tu compris que le fils de Pavetta ne se trouvait pas parmi ses enfants? Je ne le savais pas. Geralt opta pour la sincérité. Je l'ai dit au hasard. Ah, j'aurais pu m'en douter. Et qu'aucun d'entre eux n'est apte à devenir sorceleur, est-ce la vérité? Comment peux-tu l'affirmer par la magie? Calantre, répondit-il à voix basse. Je ne devais ni le confirmer ni le vérifier. Ce que tu disais précédemment était la pure vérité. Chaque enfant est apte, c'était de la sélection qui décide. Plus tard. Par les dieux de la mer, comme disait Feu mon mari, déclara-t-elle en riant. Tout est donc faux, y compris ce droit de surprise. Ces légendes d'enfants que personne n'attendait et qui les premiers se rendent au rendez-vous, je m'en doutais, c'est un jeu avec le hasard et la destinée. Mais tout cela est diaboliquement dangereux, Geralt. Je sais. Un jeu avec les torts qu'on inflige. Pourquoi, réponds-moi, forcez-vous les parents ou les tuteurs à tenir de si difficiles promesses? Pourquoi prenez-vous les enfants? Il y en a tant partout qu'il n'y a nul besoin de les prendre. Les routes pullulent d'orphelins et de vagabonds. Dans chaque village, il est facile d'acheter un enfant à bon marché. Pendant la disette qui procède les moissons, chaque serf vend volontiers sa progéniture. Que lui importe, un nouveau est déjà en route. Pourquoi avoir exigé un tel serment de Ginny, de Pavetta et de moi-même? Pourquoi apparais-tu 6 ans, jour pour jour, après la naissance de l'enfant? Et pourquoi par le choléra n'en veux-tu plus maintenant? Pourquoi dis-tu que tu n'y tiens plus? Geralt garda le silence. Calante hocha la tête. Tu ne réponds pas, conclut-elle, en se laissant choir sur le dossier de la chaise. Tentons d'élucider la raison de ton silence. Logique étant la mère de tous les savoirs. Que nous suggère-t-elle en la manière? Qu'avons-nous à notre disposition? Un sorceleur en quête d'une providence dissimulée dans un étrange et douteux droit de surprise. Le sorceleur découvre cette providence, puis brusquement y renonce, affirmant ne plus vouloir de l'enfant surprise. Son visage demeure alors impassible, et dans sa voix résonne le glace et le métal. Le sorceleur pense que la reine, une femme au bout du compte, se laisserait flouer et finira par céder devant tant de virilité. Non, Geralt, n'attends pas de moi une telle faiblesse. Je sais pourquoi tu renonces au choix d'un enfant. Tu y renonces car tu ne crois pas à la providence, car tu n'en as aucune certitude. Et lorsque tu n'es pas sûr, c'est la peur qui prend le dessus sur toi. Oui, Geralt, la peur est ton moteur, la peur est ton bagage. Ose dire le contraire. Il repassa lentement la coupe sur la table, afin que le tintement de l'argent sur la machette ne trahisse pas le tremblement irrépressible de son bras. Tu ne démens pas? Non. Gros connard de moustique qui m'a piqué, il me fait trop mal. Elle se pencha pour saisir sa main avec vigueur. Tu remontes dans mon estime, dit-elle en pouffant d'un beau rire. Ce n'est pas volontaire, répondit-il en riant lui aussi. Comment as-tu deviné, Calante? Je n'ai rien deviné. Elle ne relâcha pas sa main. Je l'ai dit au hasard, voilà tout. Ils éclatèrent ensemble de rire. Ils s'installèrent ensuite dans le silence de la verdure et des odeurs de mérisier à grappe
dans la chaleur et le bourdonnement des abeilles. Geralt, oui, Calante, tu ne crois pas à la Providence? Je ne sais pas si je crois en quoi que ce soit. Pour ce qui est de la Providence, je crains qu'elle ne suffise pas. Il faut quelque chose en plus. Je dois te poser une question sur un point. Quelle a été ton histoire? On dit que tu fus toi-même un enfant surprise. Sakasuri affirme. Non, Calante. Sakasuri a quelque chose d'autre en tête. Sakasuri le sait sans doute, mais il se sert de ce mythe commode quand ça l'arrange. Je n'ai jamais été celui que l'on ne s'attendait pas à trouver à la maison en revenant. Il est faux d'affirmer que je suis devenu sorceleur pour cette raison. Je suis un orphelin ordinaire, Calante. Un gosse que sa mère, dont il ne se souvient pas, n'a pas voulu. Mais je sais qui elle est. La reine était toute oui, mais Geralt ne poursuivit pas. Tout le récit sur le droit de surprise sont donc des légendes. Tous. Comment peut-on affirmer que le hasard soit providence? Mais vous, les sorceleurs, vous ne cessez de chercher. Nous n'arrêtons pas, mais cela n'a pas de sens. Rien n'a de sens. Vous croyez que l'enfant providence réussirait les épreuves sans risque? Nous croyons qu'un tel enfant n'aurait pas besoin de passer ces épreuves. Encore une question, Geralt, assez personnelle. Tu permets? Il acquiescia. Comme on le sait, il n'y a pas meilleur moyen pour transmettre les caractères héréditaires que les voies naturelles. Tu as survécu aux épreuves en les réussissant. Si tu recherches un enfant possédant de telles qualités, en une telle résistance, pourquoi ne trouves-tu pas une femme qui... Je suis indélicate, mais il me semble que j'ai deviné. Comme toujours, répondit-il en souriant tristement, tu restes infaillible, Calante. Tu as deviné, bien sûr. Ce dont tu parles m'est inaccessible. Pardonne-moi, son sourire disparut. Au fond, c'est humain. Ce n'est pas humain. Ah, et donc aucun sorceleur? Aucun. L'épreuve des armes Calante est horrible. Et ce que l'on fait irrémédiablement aux jeunes garçons pendant les changements l'est encore plus. Cesse de te pitié. Excuse-moi, je bégayais un peu. Cesse de t'apitoyer sur ton sort, grommela-t-elle. Cela ne te ressemble pas. Peu importe ce qu'on t'a fait subir, le résultat à mes yeux est tout à fait probant. Si je savais que l'enfant de Pavetta devait devenir quelqu'un de semblable à toi, je n'hésiterais pas un instant. Le risque est trop grand, répondit-il rapidement. Oui, comme tu le disais, 4 sur 10 survivent. Par le diable, n'y aurait-il pas de danger que dans l'épreuve des changements, seuls les futurs sorceleurs prendraient-ils des risques? La vie est pleine d'aléas, Geralt. La sélection gouverne aussi la vie. Accidents, maladies, guerres. S'opposer au destin peut être tout aussi dangereux que de s'y abandonner, Geralt. Je te donnerais volontiers cet enfant, mais moi aussi j'ai peur. Je ne le prendrai pas. Ce serait une trop grosse responsabilité que je refuse d'assumer. Je n'aimerais pas que cet enfant parle de toi un jour comme moi. Tu es cette femme, Geralt? Ma mère? Non, Calante. Je me doute qu'elle a dû faire un choix. Peut-être n'avait-elle pas son mot à dire. Non, elle disposait, tu le sais, de suffisamment de formules ou d'élixirs. Le choix. Il s'agit du choix sacré et incontestable de chaque femme qu'il convient de respecter. Les émotions n'ont ici aucune importance. Elle avait le droit indiscutable de procéder à un tel choix, ce qu'elle a fait. Mais je pense qu'une rencontre avec elle, la mine qu'elle ferait alors, m'offrirait une sorte de plaisir pervers, si tu vois ce que je veux dire. Je comprends parfaitement ce que tu dis, répondit-elle en souriant, mais tes chances que cela se produise sont minces. Je ne saurais évaluer ton âge, sorceleur, mais je suppose que tu es beaucoup plus vieux que tu parais. Aussi cette femme, l'interrompit-elle, doit présentement avoir l'air beaucoup plus jeune que moi. Une magicienne? Oui. Intéressant. Je pensais que les magiciennes ne pouvaient pas. Elle pensait sans aucun doute, elle aussi, la même chose. Sans aucun doute. Mais tu as raison. Ne parlons plus du droit des femmes à décider. Ce n'est pas le sujet. Revenons à notre problème. Tu ne prends pas d'enfant, c'est définitif. Définitif. Et si la Providence n'était pas un mythe, si elle existe vraiment, ne crains-tu pas qu'elle puisse se venger? Si elle se venge, ce sera sur moi, répondit-il sereinement. C'est moi qui agis contre elle. Tu as réalisé ton devoir en la matière. Si la Providence se révélait ne pas être une légende, je devrais alors retrouver l'enfant élu parmi tous ceux que tu me montres. L'enfant de Pavetta est-il avec eux? Oui. Calante hocha lentement la tête. Veux-tu le voir et regarder la Providence en face? Non. Je n'y tiens pas. Je me désiste et renonce à ce garçon. Comment pourrais-je regarder la Providence en face puisque je n'y crois pas? Pour réunir deux individus, selon moi, la Providence ne suffit pas. Il lui faut quelque chose en plus. Devrais-je la suivre comme un aveugle à tâtons, naïvement et sans comprendre? Je me moque d'une telle Providence. Ma décision est irrévocable, Calante de Cintra. La reine se leva en souriant. Le sorceleur ne pouvait deviner ce que ce sourire dissimulait. Qu'il en soit ainsi, Geralt de Rive. La destinée voulait peut-être que tu te désistes et que tu renonces. J'en suis pour ma part persuadé. Si tu avais choisi le bon enfant, la providence que tu railles aurait pu te railler cruellement à ton tour. Il voyait toute l'ironie de ses yeux verts. Elle continuait d'arborer un sourire indéchiffrable. Un rosier poussait à côté de la gloriette.
Geralt cueillit une fleur en brisant sa tige, puis il s'agenouilla, la tête inclinée, en la présentant dans ses mains. Je regrette de ne pas t'avoir connu plus tôt, cheveux d'albâtre, dit-elle en acceptant la rose qu'il lui offrait. Lève-toi. Il se leva. Si tu changes d'avis, continua-t-elle en humant la fleur, si tu te décides, rends-toi à Cintra, je t'attendrai. Ta destinée t'attendra, elle aussi. Peut-être pas ad vitam aeternam, mais quelque temps encore, sans doute. Adieu, Calante. Adieu, sorceleur. Fais attention à toi. J'ai parfois le sentiment étrange, que je te vois pour la dernière fois. Adieu, reine. Geralt se réveilla et s'aperçut avec étonnement que la cuisante douleur à la cuisse avait disparu. Il lui semblait que l'enflure avait elle aussi diminué. Il voulut vérifier avec sa main, mais il ne put la déplacer. Avant qu'il comprenne que le poids des couvertures de peau l'empêchait de bouger, une angoisse horrible et glacée lui saisit le ventre, comme les serres d'un épervier. Il tendait et détendait les doigts en répétant dans sa tête « Non, non, je ne suis pas paralysé. Tu es réveillé ?» C'était une constatation, pas une question, qu'une voix claire et douce venait de prononcer. Une femme, jeune certainement. Il tourna la tête et bégaya quelque chose en essayant de se lever. Ne bouge pas si violemment en tout cas. Tu as mal? Non. L'enduit collant ses lèvres se déchira. Non, pas la blessure, le dos. Une escarre, diagnostiqua la douce voix d'Alto, avec une froideur détonnante. Je m'en charge. Prends en bois cela, doucement, par petites gorgées. Le goût et l'odeur du genévrier dominaient dans le breuvage. Un vieux truc, pensa-t-il, du genévrier ou de la menthe pour en masquer la véritable composition. Il reconnut malgré tout le cousateur et peut-être aussi du touche-cœur. Oui, du touche-cœur à n'en point douter, pour neutraliser les toxines et purifier le sang empoisonné par la gangrène ou une infection. On va mettre une autre musique. Hop. Bois, fais cul sec. Moins vite, car tu vas t'étouffer. Papa Star, il fait cul sec ou pas? Le médaillon qu'il porte autour du cou se mit à légèrement vibrer. La potion contenait donc également de la magie. Il élargit avec peine ses pupilles. En levant la tête, il put désormais l'observer précisément. De faible constitution, elle portait des vêtements d'homme. La pâleur de son maigre visage luisait dans l'obscurité. Où sommes-nous? Dans la clairière des goudronniers. Des odeurs de résine flottaient effectivement dans l'air. Geralt entendit des voix provenant de l'autre côté de l'âtre. Quelqu'un venait de jeter du bois mort. La flamme monta en grésillant. Il l'observa encore une fois en profitant de la lumière. Ses cheveux étaient serrés par un bandeau de peau de serpent. Ses cheveux. Il ressentit une douleur étouffante dans la gorge et la poitrine, et ferma violemment les poings. Ses cheveux étaient roux comme le feu. Éclairés par la clarté de l'âtre, il paraissait vermillon comme le cinabre. Tu as mal? Elle lisait les émotions, mais de manière incomplète. Attends. Il ressentit le choc thermique causé par le contact de sa main. La chaleur se diffusait dans son dos, et plus bas vers ses fesses. On se retourne, dit-elle. N'essaie pas seul. Tu es très affaibli. Hé, quelqu'un pourrait-il m'aider? Geralt entendit des pas du côté de l'âtre. Il vit des ombres, des silhouettes. Quelqu'un se pencha. C'était Yurga. Comment vous sentez-vous, Seigneur? Mieux? Aidez-moi à le retourner sur le ventre, demanda la femme, prudemment, lentement. Oh oui, bien, merci. Étendu sur le ventre, il ne risquait plus de croiser son regard. Il se tranquillisa et maîtrisa le tremblement de ses mains. Elle pouvait percevoir ses sentiments. Geralt entendit le cliquetis des boucles de son sac ainsi que le tintement de flacons et de bocaux en porcelaine. Il entendit aussi sa respiration et se sentit contre lui la chaleur de sa cuisse. Elle s'agenouilla à ses côtés. Ma blessure, demanda-t-il pour briser le silence. Intolérable. Était-elle délicate? En effet, oui, un peu. Un froid passa dans sa voix. C'est souvent le cas avec les morsures, le pire type de blessure. Mais tu as sans doute l'habitude, sorceleur. Elle sait, elle fouille dans les pensées. Les lit-elle? Probablement pas. Et je sais pourquoi. Elle a peur. Oui, rien de neuf pour toi, répéta-t-elle en cognant des ustensiles de verre. J'ai vu que tu portais quelques cicatrices, mais je me suis débrouillée. Je suis, vois-tu, magicienne et guérisseuse. C'est ma spécialité. Oui, ça se confirme, pensa-t-il. Il ne répondit rien. Pour en revenir à ta blessure, poursuivit-elle tranquillement, tu dois savoir que ton pouls, 4 fois plus long que celui d'un homme ordinaire, t'a sauvé la vie. Sans cela, tu n'aurais pas survécu. Je puis l'affirmer sans hésiter. J'ai vu le bandage que tu portais à la jambe.
Il était censé imiter un pansement, mais l'imitation n'était pas bonne. Geralt garda le silence. Plus tard, continua-t-elle, en lui soulevant la chemise jusqu'à la nuque, la blessure s'était infectée, ce qui est normal avec les morsures. L'infection a finalement été jugulée. Bien sûr, ton élixir de sorceleur a beaucoup aidé. Je ne comprends pas néanmoins pourquoi tu as pris en même temps des hallucinogènes. J'ai entendu tes délires, Geralt de Rive. Elle lit, pensa-t-elle. Elle lit vraiment les pensées. En moins que Urga lui ait dit mon nom. Peut-être ai-je parlé pendant mes rêves sous l'effet de la mouette noire. Seul le diable le sait. La connaissance de mon nom ne lui donnera rien. Rien. Elle ne sait pas qui je suis. Elle ignore complètement qui je suis. Il sentit qu'elle lui appliquait dans le dos un ongle froid et apaisant, exhalant une forte odeur de camphre. Ses mains étaient petites et très molles. Pardonne ma manière classique de procéder, dit-elle. Je pourrais réduire ton escar à l'aide de la magie, mais je me suis fatigué en m'occupant de ta blessure. Je ne me sens pas très bien. J'ai bandé et fait cicatriser tout ce qu'il fallait sur ta jambe. Tu ne risques plus rien. Ne te lève pas avant 2 jours. Même les vaisseaux réparés par la magie peuvent rompre et tu hériterais d'affreuses pétéchies. La cicatrice restera bien sûr. Une nouvelle pour ta collection. Merci. Il pressa sa joue contre une pièce de peau pour déformer sa voix et masquer son timbre naturel. Puis-je savoir qui dois-je remercier? Elle ne le dira pas, pensa-t-il, ou préférera mentir. Je m'appelle Vizena. Je sais, pensa-t-il. Je suis heureux, dit-il lentement, en gardant toujours sa joue contre la peau. Je me réjouis que nos chemins se soient croisés, Vizena. Par hasard, répondit-elle froidement, en lui replaçant sa chemise sur le dos et en le recouvrant de couvertures de fourrure. Les douaniers m'ont informé qu'on avait besoin de mon art. Lorsque ma présence est nécessaire, je me déplace. J'ai cette habitude étrange. Écoute, je laisse son gain au marchand. Demande-lui de te masser matin et soir. Puisqu'il affirme que tu lui as sauvé la vie, il peut bien te rendre ce service. Et moi, Vizena, comment puis-je te remercier? Ne parlons pas de cela. Je ne prends jamais d'argent des sorceleurs. Appelons cela de la solidarité, si tu veux. De la solidarité professionnelle et de la sympathie. Dans le cadre de cette sympathie que je te témoigne, écoute encore un conseil, ou si tu préfères, la prescription d'une guérisseuse. Cesse de prendre des hallucinogènes, Geralt. Les hallucinogènes ne guérissent pas. Ils ne guérissent rien. Merci, Vézina, pour ton aide et ton conseil. Je te remercie pour tout. Il dégagea sa main de sous l'épaule et tâta le genou de la guérisseuse. Celle-ci se mit à trembler. Elle lui saisit la main, qu'elle pressa légèrement. Gérald libéra prudemment ses doigts pour saisir son avant-bras. C'était bien sûr une police de jeune fille. La magicienne trembla encore plus, mais ne se retira pas son bras. Il retrouva la main de la jeune fille qu'il serra très fort. Son médaillon suspendu au cou vibra, s'agita. Je te remercie, Vizina, répéta-t-il en maîtrisant le tremblement de sa voix. Je suis heureux que nos chemins se soient croisés. C'est un hasard, répondit-elle encore, mais cette fois, sans froideur dans la voix. Peut-être est-ce la Providence, demanda-t-il, en s'étonnant que son excitation et son énervement eussent disparu sans laisser de traces. Tu crois en la Providence, Vizina? Oui, répondit-elle, avec un temps de retard. J'y crois. Tu crois que les gens liés par le destin, poursuivit-il, se rencontrent nécessairement? Je crois aussi en cela. Que fais-tu? Ne te retourne pas. Je veux observer ton visage, Vizena. Je veux voir tes yeux. Et toi? Tu peux regarder les miens. Elle fit un mouvement comme si elle voulait éloigner ses genoux, mais elle demeura à côté de lui. Geralt se retourna lentement, en grimaçant de douleur. Excusez-moi. La lumière était plus claire. Quelqu'un venait encore de jeter du bois dans le feu. La magicienne ne bougeait plus. Elle tourna la tête de profil. Le sorceleur remarqua alors que ses lèvres tremblaient. Elle serrait très fort sa main. Geralt la regarda attentivement. Il n'y avait aucune ressemblance. Son profil était tout autre, un petit nez, un menton étroit. La femme ne disait rien. Elle se pencha enfin et le fixa dans les yeux, de près, toujours sans un mot. Mes yeux améliorés te plaisent-ils? Demanda-t-il tranquillement. Pas très ordinaire. Sais-tu, Vizena, ce que l'on fait aux yeux des sorceleurs pour les améliorer? Sais-tu que cela ne réussit pas toujours? Arrête, dit-elle doucement. Arrête, Geralt. Geralt. Il sentit soudain que quelque chose se brisait en lui. C'est Vézimir qui m'appelait ainsi, Geralt de Rive. J'ai même appris à imiter l'accent de cette région, probablement pour combler un besoin intérieur d'appartenance à un lieu, même si ce sentiment était effectif. Vézimir m'a donné ce nom. Il m'a aussi révélé ton identité, non sans mal. Tais-toi, Geralt, tais-toi. Tu me dis aujourd'hui que tu crois en la Providence? En ce temps-là, y croyais-tu déjà? Oui, certainement. Tu devais déjà croire que la Providence ordonnerait notre rencontre, même s'il convient de noter le fait que toi-même, tu n'as pas beaucoup œuvré pour sa réalisation. La femme ne disait toujours rien. J'ai toujours voulu, je me demandais ce que je te dirais lorsque nous nous rencontrerions. Je pensais à la question que je te poserais. J'imaginais pouvoir ressentir un plaisir pervers.
Une larme perla distinctement sur la joue de la guérisseuse. Geralt sentit sa gorge se serrer jusqu'à la douleur. Il était fatigué, somnolent, faible. À la lumière du jour, murmura-t-il, demain, à la lumière du soleil, je te regarderai dans les yeux, Vizena, et je te poserai ma question. Peut-être ne te la poserai-je pas, car il est bien trop tard. S'agit-il de la Providence? Oui, Yen avait raison. Il ne suffit pas d'être soi-même l'objet de la Providence. Il faut quelque chose en plus. Mais je te regarderai demain dans les yeux, à la lueur du soleil. Non, répondit-elle doucement, d'une voix de velours qui perçait et mettait au jour des couches de mémoire disparues, inexistantes, mais subsistant néanmoins. Si, protesta-t-elle, si, je le veux. Non, dors maintenant. Lorsque tu te réveilleras, tu cesseras de le vouloir. À quoi bon se regarder dans les yeux à la lueur du soleil? Qu'est-ce que cela changera? Nous ne pouvons pas faire reculer le temps. Nous ne pouvons rien changer. Quel sens y a-t-il à me poser cette question, Geralt? Le fait que je ne sache pas y répondre te procurera-t-il réellement un plaisir pervers? Que nous donnerait cette destruction mutuelle? Oh non, nous n'allons pas nous regarder dans les yeux. Endors-toi, Geralt. Entre nous, sache que ce n'est pas Vésimir qui t'a donné ce nom. Même si cela ne change rien, et ne fait nullement revenir le passé, je veux que tu le saches. Adieu, prends soin de toi. N'essaie pas de me retrouver. Vizena? Non, Geralt, tu vas t'endormir, et moi, je n'aurais été qu'un rêve. Adieu. Non, Vizena. Dors, intima-t-elle d'une voix de velours qui brisa la volonté du sorceleur en la déchirant comme un tissu. Il sentit la chaleur émanant de sa main. Dors. Geralt s'endormit. Sommes-nous déjà dans les territoires d'Outre-Rive, Yurga? Depuis hier, Seigneur Geralt. Nous arriverons bientôt à la rivière de Yuruga. De l'autre côté, ce sera chez moi. Regardez, même les chevaux marchent plus prestement en jetant leur tête en avant. Ils sentent l'odeur de l'écurie et de la maison. La maison. Tu habites dans l'enceinte du château? Non, dans le faubourg. Intéressant. Le sorceleur inspecta les environs. On ne voit pratiquement pas de traces de la guerre. Il paraît pourtant que le pays fut affreusement détruit. Ma foi, répondit Yurga, on mange de tout sauf de ruines. On manque de tout sauf de ruines. Tout au moins, ce n'est pas ce qui manquait. Regardez attentivement. Presque chaque maison, chaque cour dispose d'une charpente flambant neuve. Derrière la rivière, vous verrez là-bas, c'est encore pire. Là-bas, le feu a tout détruit jusqu'au sol. La guerre, c'est la guerre. Mais il faut continuer de vivre. Nous avons subi la pire des tourmentes lorsque les Noirs ont traversé nos terres. On aurait dit qu'ils voulaient tout transformer en désert. Beaucoup de ceux qui ont fui alors ne sont jamais revenus. À leur place, de nouveaux arrivants se sont installés. La vie doit continuer. C'est exact, murmura Geralt. La vie doit continuer. Peu importe le passé, il faut continuer à vivre. Absolument raison. Tenez, prenez, essayez-la. J'ai recousu et rapiécé votre culotte. Elle est désormais comme neuve. Tout comme cette terre, Seigneur, Geralt. La guerre l'a arrachée et retournée telle le fer de la herse. Elle l'a meurtrie et ensanglantée. Mais la terre se renouvelle en devenant plus fertile encore. Les cadavres eux-mêmes œuvrent pour son bien, en enrichissant la glèbe, même s'il est difficile de labourer, à cause des ossements et de la ferrure encombrant les champs. La terre saura vaincre le fer. Vous ne redoutez pas le retour des Nilfgaardiens, des Noirs? Ils connaissent désormais le chemin par les montagnes. Ma foi, oui, nous vivons dans la peur, mais que faire? S'asseoir et pleurer, trembler? Il faut continuer à vivre, advienne que pourra. Ce que le destin nous réserve, excusez-moi, nous ne pouvons l'éviter. Tu crois donc en la Providence? Comment pourrais-je ne pas y croire? Après notre rencontre sur le pont du bois enchanté, où vous m'avez sauvé la vie? Oh, seigneur sorceleur, vous verrez que ma Chrysidiadie vous embrassera les pieds. Arrête avec ça. À vrai dire, c'est moi qui te suis redevable. Sur le pont, je ne faisais que mon travail, Yurga. J'exerçais ma profession qui consiste à protéger les humains pour de l'argent. Pas bénévolement, Yurga. Sais-tu ce que les gens disent des sorceleurs? Qu'on ne sait rien. Qui sont les pires? Eux ou les monstres qu'ils détruisent? Tout cela est faux, Seigneur. Je ne comprends pas pourquoi vous parlez ainsi. Vous pensez que je n'ai pas Dieu pour voir? Vous êtes du même bois que cette guérisseuse, Vizena. Elle ne nous a pas donné son nom. Elle nous a rattrapés et proposé sans tergiverser ses services, sachant que nous avons besoin d'elle. Le soir, à peine descendue du cheval, elle s'occupait déjà de vous. Ô Seigneur, elle a pris un tel soin de votre jambe, l'air était empli de sa magie, et nous avons tous fui, terrorisés dans la forêt. Et puis le sang lui a coulé du nez. La magie, visiblement, n'est pas chose facile. Elle vous abordait avec tant de délicatesse que vous. Comment une mère? Demanda Geralt en serrant les dents. En effet, c'est bien cela. Et lorsque vous êtes assoupi? Oui, Yorga. Pâle comme un linge, elle tenait à peine sur ses jambes. Mais elle est venue nous demander si l'un d'entre nous avait besoin de son aide. Le goudronnier, qui a vu la main écrasée par un tronc, a bénéficié de ses soins. Elle n'a pas pris un sou. Elle a même laissé des médicaments.
Je sais, Geralt, qu'on dit bien des choses dans le monde des sorceleurs et des sorciers, mais pas ici. Nous, les gens du Haut-Soden, d'autres rives, nous savons ce qu'il en est. Nous devons trop aux sorciers pour ne pas savoir qui ils sont vraiment. Leur souvenir n'est pas colporté par ces racontards ou ces potins, mais il est gravé dans la pierre. Vous verrez vous-même derrière ce bois. Du reste, Seigneur, vous le savez certainement mieux que moi. On a parlé dans le monde entier de la bataille qui fut livrée ici il y a moins d'un an. Vous avez dû en entendre parler. Je n'étais pas revenu ici depuis un an, j'étais dans le nord, mais j'en ai entendu parler. La seconde bataille de Soden. Exactement. Vous allez voir la colline et son roc. Avant, nous nommions cette colline d'une manière ordinaire, Mont des Coulemelles. Mais maintenant, tout le monde la surnomme le Mont des Sorciers, ou le Mont des 14. Car 22 sorciers y ont livré bataille et 14 y ont succombé. Ce fut une lutte terrible, Seigneur Gérald. La terre s'est cabrée, le ciel a craché une pluie de feu, des éclairs ont frappé, les cadavres ont jonché le terrain. Mais les sorciers ont fini par vaincre les Noirs en soumettant la puissance qui les animait. 14 d'entre eux ne sont pas revenus. 14 d'entre eux y ont laissé la vie. Que se passe-t-il, Seigneur? Qu'avez-vous? Rien, continue, Urga. La bataille fut terrible, sans ces sorciers de la colline. Nous ne pourrions pas vraisemblablement discuter aujourd'hui, vous et moi, en route tranquillement vers ma maison, car elle n'existerait plus, moi non plus, et vous peut-être non plus. Oui, nous sommes redevables à tous ces sorciers. 14 d'entre eux sont morts en nous défendant, nous les gens de Soden et d'autres rives. Bien d'autres ont bien sûr également combattu, des guerriers, des nobles et puis des paysans. Quiconque pouvait saisir une fourche ou une cognée ou même un pieu, tous se sont comportés avec courage. Nombre d'entre eux ont succombé, mais les sorciers, rien de plus naturel pour un guerrier que de mourir sur le champ de bataille. Et puis la vie est courte de toute façon. Mais les sorciers peuvent vivre autant qu'ils le veulent, et pourtant, ils n'ont pas hésité. Ils n'ont pas hésité, répéta le sorceleur en cessant le front. Ils n'ont pas hésité, et moi j'étais dans le nord. Qu'avez-vous, Seigneur? Rien. Oui, nous tous, dans les environs, nous laissons des fleurs sur cette colline à la période de mai. À Béléten, le feu brûle toujours. Il brûlera pour les siècles des siècles. Ces 14 sorciers vivront éternellement dans la mémoire des hommes. Vivre dans le souvenir, Seigneur Geralt, c'est quelque chose en plus. Tu as raison, Yurga. Chaque enfant connaît les noms de ces 14 gravés dans la pierre au sommet de la colline. Vous ne me croyez pas? Écoutez. Axel d'Irabi, Triss Merigold, Altan Kern, Vanel de Brugge, Dagobert de Vol. Arrête, Yurga. Que se passe-t-il, Seigneur? Vous êtes pâle comme la mort. Rien. Il gravissait la pente très lentement, prudemment, attentif au travail des tendons et des muscles après sa guérison par la magie. Bien que complètement cicatrisée, sa blessure nécessitait encore qu'il la protège en évitant de peser de tout son poids sur sa jambe. Il faisait chaud. L'odeur des herbes l'enivrait et le troublait, mais c'était agréable. L'obélisque n'avait pas été installé au centre, même du plateau sommital de la colline, mais au fond, derrière une rangée de pierres anguleuses. Si Geralt était venu avant le coucher du soleil, l'ombre du menhir projetée sur la rangée des pierres aurait fidèlement dessiné son diamètre et indiqué la direction dans laquelle les visages des sorciers étaient tournés pendant la bataille. Ils regardèrent dans cette même direction, vers des champs mamelonnés, sans limite. S'il y avait encore des ossements, et il y en avait certainement, les herbes abondantes devaient les recouvrir. Un faucon effectuait des cercles des cercles plus loin, en planant sereinement, les ailes largement déployées, le seul point mobile dans ce paysage pétrifié par la canicule. La base de l'obélisque était large. Pour l'entourer, il aurait fallu au moins 4 ou 5 personnes, les bras écartés. Il était évident qu'il avait été impossible de le transporter jusque-là sans avoir recours à la magie. La face du menhir tournée vers la rangée de pierres avait été méticuleusement polie. On y avait gravé en caractères runiques les noms des 14 défunts. Il s'en approcha lentement. Yurga, en effet, avait raison. Au pied de l'obélisque, des fleurs ordinaires, fleurs des champs, coquelicots, lupins, mauves, myotis avaient bien été déposés. Les noms des 14. En les lisant lentement du haut en bas, il revoyait le visage de ceux qu'il avait connus. Triss Merigold, cheveux châtains, gai, prête à s'esclaffer pour n'importe quelle raison, ressemblait à une gamine. Il l'aimait bien, c'était réciproque. Lodbrog de Murivel, avec qui Geralt avait manqué de se battre dans la ville de Vizima, un jour où il avait surpris le sorcier, en train de manipuler les dés à l'aide d'une discrète télékinésie. Lita Nied, alias Corail, on l'avait affublée de ce surnom à cause de la couleur de la pommade qu'elle s'appliquait sur les lèvres. Elle avait un jour dit du mal de Geralt au roi Beloem, qu'il avait alors enfermé pendant une semaine dans un cachot. Tout juste sorti, il était allé la rejoindre pour lui demander quels avaient été ses motifs, et s'était retrouvé dans le lit de la belle, sans qu'il sût comment pendant une autre semaine. Gozar l'Ancien, qui avait voulu lui offrir 100 marques en échange de la possibilité d'examiner ses yeux, et même 1000 pour pouvoir les disséquer, pas nécessairement aujourd'hui, avait-il précisé. Il restait encore 3 noms.
Geralt entendit derrière lui un léger bruissement. Il se retourna. Elle était pieds nus, vêtue d'une simple robe de lin. De longs cheveux clairs retombaient librement sur ses épaules. Une couronne, tressée de pâquerettes, lui ornait le front. Salut à toi, dit-elle. Sans répondre, elle posa sur lui des yeux bleus et froids. Geralt remarqua qu'elle n'était pas bronzée. C'était étrange car la peau des jeunes filles de la campagne, brûlée par le soleil, était d'ordinaire mate à la fin de l'été. Son visage et ses épaules dévêtues étaient de teintes légèrement dorées. Tu as apporté des fleurs? Elle sourit en baissant les paupières. Il sentit un froid s'installer. Elle le dépassa sans dire un mot et s'agenouilla au pied du menhir en touchant la pierre de la main. Je n'apporte pas de fleurs, dit-elle en relevant la main. Celles qu'on a déposées le sont pour moi. Il observa attentivement. Elle s'agenouilla en masquant de son corps le dernier nom gravé dans la pierre du menhir. La jeune fille émettait une lueur claire sur le fond du roc. Qui es-tu demanda-t-il lentement. Elle sourit. Un vent froid souffla. Tu ne le sais pas? Je le sais, pensa-t-il, en regardant l'azur glacé de ses yeux. Oui, il me semble que je le sais. Geralt resta tranquille. Il ne pouvait en être autrement, plus maintenant. J'ai toujours été curieux de te voir, maîtresse. Tu n'es pas obligée de me donner un tel titre, répondit-elle froidement. Nous nous connaissons depuis des années, n'est-ce pas? Nous nous connaissons, comme affirma-t-il. On dit que tu me suis pas à pas. Je vais mon chemin, mais toi, tu n'avais, jusqu'à aujourd'hui, jamais regardé derrière toi. Tu t'es retourné aujourd'hui pour la première fois. Geralt resta silencieux, fatigué, il n'avait rien à dire. Comment cela va-t-il se dérouler demanda-t-il enfin, avec froideur et sans émotion. Je te prendrai par la main, lui répondit-elle en le regardant droit dans les yeux. Je te prendrai par la main et te mènerai par la prairie à travers un brouillard froid et humide. Et après, qu'y a-t-il derrière ce brouillard? Rien, répondit-elle en souriant. Plus loin, il n'y a rien. Tu m'as suivi pas à pas, en fauchant ceux que j'ai croisés sur mon chemin. Pourquoi? Pour que je reste seul, n'est-ce pas? Et qu'enfin je commence à avoir peur? Je vais te dire la vérité. Tu m'as toujours fait peur. Je me retournais pas de peur de te voir derrière moi. J'ai toujours eu peur. Ma vie s'est écoulée dans la crainte jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, oui. Nous nous tenons face à face, mais je ne ressens aucune angoisse. En me prenant tout, tu m'as aussi dépossédé de la crainte. Pourquoi tes yeux sont-ils donc remplis de terreur, Geralt de Rive? Tes mains tremblent. Tu es pâle. Pourquoi? Aurais-tu peur de lire le 14e nom gravé sur l'obélisque? Si tu veux, je peux te dire quel est ce nom. Non, tu n'es pas obligé. Je sais quel est ce nom. Le cercle se referme. Le serpent se mord lui-même la queue. Qu'il en soit ainsi, toi et ton nom, les fleurs. Pour elle et pour toi. Le 14e nom gravé dans la pierre, le nom que j'ai prononcé au cœur de la nuit, est la lueur du soleil, dans le gel, la canicule et la pluie. Non, je ne le prononcerai pas maintenant. Mais si, prononce-le. Yennefer. Yennefer de Wengerberg. Mais les fleurs sont pour moi. Finissons-en, réussit-il à dire. Prends-moi la main. Elle se leva et s'approcha. Geralt sentit un froid dur et pénétrant. Pas aujourd'hui, répondit-elle. Un autre jour, oui. Mais pas aujourd'hui. Tu m'as tout pris. Non, l'interrompit-elle. Moi, je ne prends rien. Je ne fais que prendre par la main. Pour que personne ne soit seul et perdu dans le brouillard. Au revoir, Geralt de Rive. À un autre jour. Attends, mais c'est-à-dire qu'Yennefer est morte? On verra. Le sorceleur ne répondit pas. Elle se retourna lentement, puis disparut dans le brouillard, qui noyait le sommet de la colline où tout disparaissait. Dans cette brume humide et blanche s'évanouirait l'obélisque, les fleurs déposées à sa base et les 14 noms gravés. Il n'eut bientôt plus rien, hormis le brouillard et l'herbe mouillée par les gouttes brillant sous les pieds, une herbe dont l'odeur lourde, douce, foudroyante, à rendre les temples dolentes, à oublier et à s'écrouler de fatigue. Signor Déral, qu'avez-vous? Vous êtes assoupi? Je vous avais pourtant dit que vous pouviez encore tomber en faiblesse. Pourquoi être monté jusqu'au chemin? Je me suis assoupi, grogna-t-il en s'essuyant la tête avec la main. Je me suis assoupi par la peste. Ce n'est rien, Urga, c'est à cause de cette chaleur. Oui, vous avez une fièvre de tous les diables. Nous devons poursuivre notre route, Seigneur. Venez, je vais vous aider à descendre la pente. Je n'ai rien. Rien, rien. Je suis curieux de savoir pour quelle raison vous titubez. Par la peste, pourquoi avoir gravi cette colline par cette chaleur? Vous vouliez lire tous leurs noms? Rien, Urga. Tu te rappelles... Tu te souviens réellement de tous les noms inscrits sur la stèle? Bien sûr. Je vérifie ta mémoire. Le dernier, le 14e, qu'est-il? Vous êtes vraiment sceptique? Vous ne croyez donc en rien? Vous voulez vérifier si je ne mens pas? Je vous ai pourtant dit que même les enfants connaissaient ce nom. Le dernier, vous direz. Oui, le dernier, c'est Yolgred de Cadera.
Vous le connaissiez peut-être? Non, répétait-il, je ne le connaissais pas. Bon, ça va en fait, Yennefer n'est pas morte. C'est bon au final. Seigneur Geralt, oui, Urga. Le marchand courba la tête et garda le silence en enroulant sur son doigt, la fine lanière avec laquelle il venait de réparer la selle du sorceleur. Il se releva enfin, en donnant une légère bourrade dans le dos du valet qui conduisait le chariot. Lâche les rênes, Profi, je vais conduire. Asseyez-vous sur le siège à mes côtés, Seigneur Geralt. Et toi, Profi, qu'est-ce que tu fais encore là? Allez, saute, on doit causer. Pas besoin de tes oreilles ici. Ablette, allant d'un petit pas et mordant la corde qui la retenait au chariot, semblait envier la petite jument de Profi qui trottait sur la grande route. Urga fit claquer sa langue en frappant légèrement les chevaux avec les brides. Ma foi, dit-il avec un accent traînant, la situation est la suivante, Seigneur. Je vous ai promis. Alors, sur le pont, je vous ai fait une promesse. Oublie cela, il interrompit promptement le sorceleur. Oublie cela, Urga. Je ne peux pas oublier, le répondit sans embagage le marchand. Ma parole n'est pas du vent. Ce que je n'attends pas à trouver chez moi, en revenant, est à vous. Laisse-moi tranquille, je ne veux rien de toi, nous sommes quittes. Non, Seigneur. Si je trouve une telle chose chez moi, ce sera le signe de la Providence. Et sinon on se moque de la Providence, sinon on la fait mentir, elle se venge alors sévèrement. Je sais, pensa le sorceleur, je sais. Mais, Seigneur Geralt, quoi, Urga? Je ne trouverai rien à la maison que je ne m'attende à voir, rien encore moins de ce que vous désirez. Écoutez bien cela, Seigneur sorceleur. Chrysididae, mon épouse, ne me donnera plus d'enfants. Quoi qu'il arrive, il n'y aura pas de nouvel enfant à la maison. Vous êtes mal tombé. Geralt ne répondit pas. Urga garda également un silence. Ablette renifla une fois encore en rumant la tête. Mais j'ai deux fils, finit par dire très rapidement Urga en regardant le grande route devant lui. Deux fils en bonne santé, forts et pas idiots. Je dois d'ailleurs les envoyer en apprentissage. L'un des deux va, je pense, apprendre le commerce avec moi, mais l'autre. Geralt continua de se taire. Urga tourna la tête et le regarda. Vous disiez, vous aviez exigé un serment sur le pont. Il s'agissait pour vous de trouver un enfant informé, rien de plus, n'est-ce pas? J'ai deux fils. Que l'un des deux étudie l'art des sorceleurs, il n'y a pas de sot métier. Tu es sûr, intervint Geralt à voix basse, qu'il n'est pas sot? Urga cligna des yeux. Défendre les gens et leur sauver la vie, selon vous, c'est une chose bonne ou mauvaise? C'est 14 sur la colline, vous sur le pont. Ce que vous-même avez réalisé, est-ce bien ou mal? Je ne sais pas, réussit à répondre Geralt. Je ne sais pas, Urga. Parfois il me semble que je sais. Mais j'ai parfois des doutes aussi. Aimerais-tu que ton fils ait de tels doutes? Pourquoi pas? Répliqua sérieusement le marchand. Pourquoi ne pourrait-il pas douter? Ce n'est pas là, chose humaine. C'est pas là que chose humaine est bonne? Quoi? Le doute. Seul le mal, Seigneur Geralt, en est dépourvu, et personne n'échappe à son destin. Le sorceleur ne répondit pas. La grande route tournait sous un haut promontoire, et des bouleaux tordus, qui réussissaient mystérieusement à tenir fixés sur la pente abrupte. Les arbres portaient des feuilles jaunes. L'automne est revenu, pensa Geralt. C'est de nouveau l'automne. En bas, une rivière miroitait. Derrière une palissade fraîchement chaudée, on voyait des toits de maisons et les pilotis polis d'un embarcadère. Le treuil grinçait. Le bac se dirigeait vers le bord en formant devant lui une vague. Il fendait les eaux de sa proue émoussée en rejetant sur le côté les herbes et les feuilles flottant à la surface, immobilisées par la saleté d'un manteau de poussière. Les cordes, tirées par les passeurs, grinçaient. La foule rassemblée sur la berge se comportait bruyamment. Cris de femmes et jurons d'hommes, pleurs d'enfants, mugissements, hennissements, bêlements, le chant de basse monotone de la peur. Le chant de basse monotone de la peur, pardon. Reculez, partez, reculez, nom d'un chien, hurlait un chevalier, la tête couverte d'un chiffon ensanglanté. Son cheval, immergé jusqu'à l'abdomen, s'énervait en se levant violemment les jambes antérieures et en provoquant des éclaboussements. Sur l'embarcadère, on entendait des hurlements, des cris. Des soldats armés de pavois repoussaient la foule en frappant là où ils pouvaient avec le manche de leur lance. Éloignez-vous du bac, cria le chevalier en faisant tourner son épée. Priorité à l'armée, éloignez-vous, sinon les têtes vont voler. Geralt tira sur ses rênes pour arrêter sa jument, qui dansa en lisière de la pente. Au fond du Val marchaient des soldats lourdement équipés. Le mouvement de leurs armes et de leur armure enveloppait d'un nuage de poussière les porteurs du pavois qui les rattrapaient au pas de course. Geralt! Le sorceleur regarda en bas. Un homme mince, à la vareuse couleur griotte, et au chapeau orné d'une plume d'aigrette, sauta sur place et le héla depuis un chariot rempli de cages de bois qui avaient dû être abandonnées sur le bord de la grande route. Dans les cages, des poules et des oies ne cessaient de caqueter. Geralt, c'est moi! Jasquier, viens me rejoindre! Un petit peu d'eau. Éloignez-vous du bac, continua de hurler le chevalier à la tête bandée sur l'embarcadère. Le bac est seulement pour l'armée.
Si vous voulez passer sur l'autre rive, bande de chiens, prenez vos haches et au travail dans la forêt. Fabriquez-vous un radeau, le bac est seulement pour l'armée. Par tous les dieux, Geralt halta le poète en grimpant la pente du vallon. Sa vareuse griotte était couverte de plumes de volailles blanches, comme de la neige. Tu vois ce qui se passe? Ceux de Soden viennent de perdre la bataille. Ils battent en retraite. Retraite? Mais qu'est-ce que je dis? C'est plutôt une débandade, une fuite panique. Nous devons partir d'ici, Geralt, et passer sur l'autre rive de la rivière Yuroga. Que fais-tu ici, Jasquier? D'où sors-tu? Ce que je fais ici, hurle le barde? Tu me le demandes? Je fuis, comme tous les autres. J'ai été chaoté toute la journée d'hier sur ce chariot. Un fils de pute a volé mes chevaux pendant la nuit. Geralt, je t'en supplie, sors-moi de là. Ceux de Nilfgaard peuvent arriver à tout moment. Ceux qui me met- Celui qui ne me mettra pas, Celui qui ne mettra pas la rivière Yuria entre eux et lui se fera égorger. Égorger, tu comprends? Ne panique pas, Jasquier. En bas, ils entendaient les hennissements des chevaux embarqués de force sur le bac et le fracas de leurs sabots frappant sur les planches. Des hurlements, le tumulte de la foule, un bruit d'éclaboussement provoqué par le chariot, poussé dans l'eau, les beuglements des bœufs dont le nez apparaissait à la surface. Geralt vit des caisses et des ballots emportés par le courant se fracasser contre la coque du bac et poursuivre leur chemin. Tout n'était que tumulte et juron. Un nuage de poussière s'éleva au-dessus de la vallée. On entendait des bruits de sabots. Chacun à son tour, hurla le chevalier à la tête bandée, enfonçant avec son cheval dans la foule. De l'ordre, fils de chien, les uns après les autres. Geralt, gémit Jasquier en s'accrochant à l'étrier, tu vois ce qui se passe? Nous ne pourrons jamais monter sur le bac. Les soldats vont s'y bousculer à qui mieux, et le brûleront ensuite pour qu'ils ne servent pas aux Nilfgaardiens. C'est bien ce qu'ils font en général, hein? Tu as raison, acquiesça le sorceleur. Ainsi le veut effectivement la pratique. Je ne comprends pas cependant pourquoi tous ces gens sont pris d'une telle panique. C'est donc la première guerre qu'ils voient? D'habitude, les troupes royales combattent entre elles, puis les rois s'entendent, signent un traité et profitent de l'occasion pour s'égorger. Ces événements ne devraient pas concerner tous ces gens qu'on écrase sur l'embarcadère. Comment expliquer ce paroxysme de violence? Jasquier regarde le sorceleur bien en face sans relâcher l'étrier. Tu as sans doute accès à de bien piètres informations, Geralt, ou bien tu ne sais pas les interpréter. Il ne s'agit pas d'une banale guerre de succession, ou d'un conflit pour la possession d'un lopin de terre. Nous n'avons pas affaire à la querelle de deux seigneurs dont les paysans, occupés pour les moissons, demeurent les témoins passifs. Qu'est-ce que c'est alors? Éclaire ma lanterne, car je ne vois pas de quoi il en retourne. Entre nous, cela ne m'intéresse guère, mais explique toujours, je t'en prie. Cette guerre est inédite, expliqua le barde sérieusement. Les armées de Nilfgaard ne laissent derrière elles que désolation et cadavres, ces champs entiers de cadavres. C'est une guerre d'extermination totale. Nilfgaard contre tous, les cruautés. Il n'y a pas de guerre sans cruauté, l'interrompit le sorceleur. Tu exagères, Jasquier. C'est comme pour l'incendie du bac, ainsi le veut la pratique. Il s'agit, je dirais, d'une tradition militaire. Depuis que le monde est monde, les armées en mouvement tuent, volent, brûlent et violent, et ce à l'infini, dans cet ordre. Depuis que le monde est monde, lorsqu'une guerre éclate, les paysans se cachent avec leurs femmes dans les forêts, avec le peu de biens qu'ils peuvent emporter, et rentrent chez eux quand le conflit prend fin. Pas pendant cette guerre, Geralt. Après cette guerre, personne ne reviendra. Il n'y aura d'ailleurs pas où revenir. Nilfgaard ne laisse derrière elle que des décombres. Ses armées se déversent comme une lave à laquelle personne n'échappe. Les grandes routes sont jonchées sur des milles et potences et de pieux. Les fumées tracent dans le ciel des lignes aussi longues que l'horizon. Depuis que le monde est monde, en effet, rien de tel n'était encore arrivé. Depuis que le monde est monde, tu dois te comprendre que les Nilfgaardiens sont descendus de leur montagne pour le détruire, ce monde. C'est absurde. Qui aura intérêt à la destruction du monde? Les guerres ne sont pas menées pour détruire. Les guerres sont menées pour deux raisons. La première est le pouvoir, la seconde, l'argent. Cesse de philosopher, Geralt. Tu ne changeras pas ce qui se passe actuellement avec de la philosophie. Pourquoi ne m'écoutes-tu pas? Pourquoi refuses-tu de comprendre? Crois-moi, Jurgen n'arrêtera pas l'élan de Nilfgaard. En hiver, lorsque la rivière gèlera, ils pousseront leur avance plus loin encore, je te le dis. Il faut fuir jusqu'au nord. Ils ne parviendront peut-être pas jusqu'à là, mais dans tous les cas de figure, notre monde ne sera plus ce qu'il fut. Geralt, ne me laisse pas seul ici. Je ne m'en sortirai pas sans toi. Ne me laisse pas. Tu es devenu fou, Jasquier. Le sorceleur se pencha sur sa selle. C'est sans doute la peur qui te fait perdre la raison. Comment peux-tu croire que je vais te laisser seul? Donne-moi la main, monte-moi sur mon cheval, monte sur mon cheval, pardon. Tu ne trouveras rien de bon sur le bac. D'ailleurs, ils ne te laisseront jamais montrer. Je t'emmènerai en amont de la rivière. Nous y chercherons une barque ou un radeau. Les Nilfgaardiens nous cerneront, ils sont tout près. Tu as remarqué les chevaliers? On voit qu'ils reviennent directement du champ de bataille. Allons en aval de la rivière, en direction de l'embouchure de l'Ina. Arrête de paniquer. Nous passerons, ne t'en fais pas. En aval de la rivière, il y a aussi des foules de fillards. À chaque gué,
Il y aura comme ici des problèmes avec la traversée en bac. Toutes les barques ont dû être réquisitionnées. Allons en amont, à contre-courant, n'aie pas peur. Je te ferai traverser, sur un tronc d'arbre s'il le faut. On voit à peine notre bord. Cesse de te plaindre. Je t'ai dit que je te ferai traverser. Et toi? Monte sur mon cheval. Nous discuterons en route. Et par le diable, tu ne vas pas prendre ce gros sac. Tu veux donc briser l'échine d'Ablette? C'est Ablette? Ablette est des baies, celle-ci est alésane. Chacun de mes chevaux s'appelle Ablette, tu le sais très bien. Cesse de me faire marcher. Qu'est-ce que tu as là-dedans? De l'or? Des manuscrits, des poèmes et ma pitance. Jette-moi tout ça dans la rivière. Tu écriras de nouveaux poèmes. Quant à la nourriture, je partagerai la mienne avec toi. Jasquier fit mine d'enterrement, mais n'hésita pas. Il lança son sac dans l'eau en prenant de l'élan, puis bondit sur le cheval, se tortillant en s'asseyant sur les sacoches et en s'accrochant à la ceinture du sorceleur. En route, répéta-t-il avec inquiétude. Ne perdons pas de temps. Geralt, entrons dans la forêt avant. Arrête, Jasquier. Tu transmets ta panique à Ablette. Ne te moque pas de moi, si tu savais ce que j'ai. Ferme-la par la peste. Prenons la route. J'aimerais te faire traverser avant la tombée du soir. Moi et toi. Rien ne m'appelle de l'autre côté de la rivière. Tu es devenu fou, Geralt? Tu en as assez de vivre? Que comptes-tu faire? Ce n'est pas ton affaire. Je vais à Cintra. À Cintra? Mais Cintra n'existe plus. Qu'est-ce que tu racontes? Cintra n'existe plus. Elle n'est plus que décombres et ruines. Les Nilfgaardiens. Descends, Jasquier. Quoi? Descends! Le sorceleur se retourna violemment. À la vue de son visage, le troubadour descendit comme une flèche du cheval en trébuchant. Geralt descendit à son tour tranquillement. Ayant passé les rênes au-dessus de la tête de la jument, le sorceleur resta indécis pendant un moment, avant de s'essuyer le visage de sa main gantée. Il s'assit sur le bord de la souche renversée d'un billon de cournoyer aux pouces rouges sang. Viens ici, Jasquier, dit-il. Assieds-toi et raconte-moi ce qui s'est passé à Cintra. Dis-moi tout. Le poète s'assit. Les Nilfgaardiens s'y sont introduits sans coup férir, commença-t-il après un moment de silence. Ils étaient des milliers. Ils avaient cerné les armures de Cintra dans la vallée du Mardal. La bataille a duré toute la journée, de l'aurore au crépuscule. Les troupes de Cintra ont résisté vaillamment avant d'être décimées. Le roi a succombé, et c'est alors que la reine, galante, oui, évitant que son armée succombe à la panique et se disperse, elle a su réunir autour d'elle et de son étendard tous ceux pouvant encore combattre et à former une ligne de défense qui a reculé jusqu'à la rivière du côté de la ville. Tous les soldats encore valides l'ont suivi, et Calante, avec une poignée de chevaliers, elle a couvert la traversée des troupes en protégeant leurs arrières. On dit qu'elle s'est battue comme un homme en se lançant dans le plus fort de la bataille. Des pics l'ont empalée lorsqu'elle a chargé contre l'infanterie nilfgaardienne. Elle a alors été évacuée vers la ville. Que contient cette flasque, Geralt? De l'eau de vie. Tu en veux? Ma foi, volontiers. Parle, continue Jasquier. Raconte-moi tout. La ville ne s'est pas à proprement parler défendue. Il n'y a pas eu de siège. Les murs de défense étaient vides. Le reste des chevaliers et leurs familles, les princes et la reine se sont barricadés dans le château. Les Nilfgaardiens ont pris le château après que leurs sorciers eurent réduit le portail en cendres et détruit les murs d'enceinte. Seul le donjon, visiblement protégé par la magie, a résisté au sort des sorciers nilfgaardiens. Malgré cela, les assaillants ont pénétré à l'intérieur 4 jours durant. 4 jours plus tard, sans faire de quartier. Les femmes avaient été tuées, les hommes, les femmes et ceux qui se sont jetés sur leur propre épée. Ou qu'as-tu, Geralt? Continue Jasquier. Ou, comme Calante, la tête la première, des créneaux, de tout en haut. On dit qu'elle aurait demandé qu'on la... Mais personne n'a accepté. Elle a donc grimpé jusqu'au créneau et a sauté la tête la première. Ils ont fait, paraît-il, des choses horribles ensuite avec son cadavre. Je ne veux pas... Qu'as-tu? Rien, Jasquier. À Sainte-Crelle, il y avait une petite, la petite fille de Calante, âgée d'environ 10 ou 11 ans. Elle s'appelait Ciri. Tu as entendu parler d'elle? Non, mais un terrible massacre dont presque personne n'est sorti vivant a ensuite été perpétré en ville et dans le château. Aucun des défenseurs du donjon n'a échappé à la mort, je te le disais. La plupart des femmes et des enfants des familles princières s'y trouvaient, justement. Le sorceleur resta silencieux. Tu connaissais Calante? Demanda Jasquier. Je l'ai connue en effet. Et la petite fille dont tu me parlais, Ciri. Je l'ai connue aussi. Un vent souffla sur la rivière, en ridant la surface de l'eau et en secouant les branches de buisson. Quelques feuilles s'envolèrent en tourbillonnant. C'est l'automne, pensa le sorceleur. C'est de nouveau l'automne. Geralt se leva. Tu crois à la providence, Jasquier? Le troubadour releva la tête en regardant le sorceleur avec des yeux ronds d'entêtement. Pourquoi me demandes-tu cela? Réponds. Ma foi, oui, j'y crois. Mais sais-tu que seule la providence ne suffit pas? Qu'il y faut quelque chose en plus? Je ne comprends pas. Tu n'es pas le seul, mais c'est comme ça. Il faut quelque chose en plus. Le problème consiste en ce que... ne saurais jamais ce que c'est. Qu'as-tu, Geralt? Rien, Jasquier. Viens en selle, partons. Dépêchons-nous. Qui sait combien de temps nous prendra la recherche d'une grande barque? Je ne vais quand même pas abandonner Ablette. Nous traversons donc ensemble, demanda le poète revigoré. Oui,
Je n'ai plus rien à chercher de ce côté-ci de la rivière. Yurga, Chrysididae, la jeune femme, debout près du portail, courut en trébuchant et en criant, les cheveux au vent, vers Yurga qui jeta les rênes à son valet et bondit hors du chariot en direction de sa femme. Il la prit par la taille énergiquement, la souleva et la fit tournoyer. Je suis revenu, Chrysididae, je suis revenu, Yurga, je suis de retour, ouvrez grand toutes les portes. Le maître de criant est de retour. Surprise en train de faire la lessive, Chrysididae était mouillée et sentait l'eau savonneuse. Yurga la reposa au sol sans la relâcher. Elle resta dans ses bras tremblante, serrée tout contre lui. Accompagne-moi jusqu'à la maison, Chrysididae. Par les yeux, tu es revenu. Je ne pouvais pas dormir, Yurga, je ne pouvais plus dormir. Je suis revenu, et je suis revenu. Je suis même revenu riche, Chrysididae. Tu vois le chariot? Et profite. Donne donc un coup de cravache, passe par la porte. Tu vois le chariot, Chrysididae? Il transporte beaucoup de choses. Yurga, que me chaud ton chariot, tu es revenu en bonne santé, entier. Je suis revenu riche, je te dis, viens voir. Yurga, et lui qui est-ce, cet individu vêtu de noir, par les dieux avec une épée? Le marchand se retourna. Descendant du cheval, le sorceleur feignait, le dos tourné, de régler les sous-ventrières et de rajuster les bas de son cheval. Il ne le regardait pas et ne s'approchait pas. Je te dirai ensuite, oh, Chrysididae, pourvu qu'il... Dis-moi, où sont les enfants? Ils sont en bonne santé? En bonne santé, Yurga, en bonne santé. Ils sont partis dans les champs, tirés sur les corneilles. Les voisins les préviendront de ton retour. Ils les rappliqueront tout de suite, tous les trois. Tous les trois? Qu'est-ce que... Chrysididae, tu peux... Non, mais je dois te dire quelque chose. Tu ne veux pas te mettre en colère, moi, contre toi? J'ai acquis une petite fille, Yurga. Les druides l'ont amenée. Tu sais, ceux qui sauvent la vie des enfants après la guerre. Ils recueillaient dans la forêt des gamins perdus, abandonnés, à peine vivants. Yurga, tu es en colère? Yurga se plaqua la main sur le front et se retourna. Le sorceleur marchait derrière le chariot, en tirant son cheval. Évitant de le regarder, il ne cessait de détourner la tête. Yurga. Oh, par les dieux, j'ai mis le marchand, par les dieux, Chrysididae. Quelque chose que je n'attendais pas, à la maison. Ne te mets pas en colère, Yurga. Tu verras que tu sauras l'aimer. C'est une petite fille intelligente, aimable, travailleuse, un peu bizarre, il est vrai. Elle refuse de dire d'où elle vient, et se met alors à pleurer. Je ne lui pose donc pas de questions. Tu sais combien j'ai toujours désiré avoir une fille? Qu'en penses-tu? Rien, répondit-il lourdement, rien. C'est la providence. Pendant tout le chemin, il a répété ce mot dans son délire, provoqué par la fièvre. Providence, providence, par les dieux. Nous ne sommes pas capables de comprendre de quoi il s'agit, Chrysididae. Il nous est impossible de saisir ce que pensent les gens comme lui, et ce à quoi elle rêve. Nous ne sommes pas capables. Papa? Nappe d'or, Sulik, comme vous avez grandi, le vrai petit taureau, venez à moi. Yurga stoppa net en voyant le petit être malingre aux cheveux de cendre marcher lentement derrière les garçons. La petite fille le regarda. Le marchand remarqua ses grands yeux verts comme l'herbe, printanière et brillants comme des étoiles. Il la vit soudain prendre son élan et courir. Il l'entendit crier d'une voix aiguë et pressante. Geralt! Le sorceleur se retourna instantanément et s'élança à la rencontre de la jeune fille. La scène laissa quoi à Yurga, qui n'avait jamais encore vu personne se déplacer à une telle vitesse. Ils se rencontrèrent au milieu de la cour. La petite fille, aux cheveux de cendre, ceinte d'une robe grise, le sorceleur, aux cheveux d'albâtre portant son épée en bandoulière, vêtu d'un cuir noir clouté d'argent. Le sorceleur effectuant de légers bonds, la petite fille trottinant. Le sorceleur à genoux, les mains menues de la petite fille autour de son cou, les cheveux gris souris de la petite fille tombant sur les épaules du sorceleur. Chrysididae poussa un cri assourdi. Yurga la tira à lui, sans dire un mot, et la serra dans ses bras. Son autre bras pressait les deux garçons. Geralt, répéta la petite fille en étreignant le torse du sorceleur. Tu m'as retrouvé, je le savais, je l'ai toujours su, je savais que tu me retrouverais. Ciri, dit le sorceleur. Yurga ne vit pas le visage de Geralt dissimulé sous les cheveux de cendre de la petite fille. Il ne vit que des mains gantées de noir, pressant le dos et les épaules de Ciri. Tu m'as finalement retrouvé, oh Geralt, j'ai attendu tout ce temps, ça a duré si longtemps. Nous resterons ensemble, n'est-ce pas? Maintenant nous serons ensemble, hein. Dis-le, Geralt, pour toujours, dis-le. Pour toujours, Ciri. C'est comme il le prédisait, Geralt, comme il le prédisait. Je suis ta providence, dis, je suis ta providence. Yurga regardait avec étonnement les yeux du sorceleur. Il entendit les sanglots discrets de Chrysididae et sentit le tremblement de ses épaules. Tendu, il observa le sorceleur, attentif à sa réponse. Il savait qu'il ne comprendrait pas cette réponse, mais il l'attendait quand même. Avec raison. Tu es plus que ça, Ciri. Plus que ça.